Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare. Animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Et bonjour à tous les auditeurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Culture Guitare avec Sébastien. Comment tu vas ? Super. Très bien. Et toi ? Moi c'est la forme. Là, pour vous dire, on est chaud, on enchaîne un deuxième podcast. Après, c'est taper un bon fou rire des familles. Un bon fou rire, voilà exactement. Peut-être qu'il y en aura un autre au cours du podcast, donc restez jusqu'à la fin. J'espère. Et du coup, alors que Sébastien n'est pas au courant de quel sujet on va aborder, et moi non plus. Non, je plaisante. On improvise. Alors, en fait, là, aujourd'hui, normalement, on aurait dû parler de ça au précédent podcast, mais on avait voulu rebondir sur le sujet qui avait été proposé par un auditeur. Donc, voilà. Là, on va cette fois aborder comment bien travailler un morceau. Et là, je pense qu'il y a énormément de choses à dire. Je pense qu'on en a pour un bout de temps. Ouais. Et pour plusieurs podcasts. Ouais. Alors, tu veux commencer ou je commence ? Vas-y, commence. Je t'en prie. Ok. Alors, bon, pour travailler un morceau, on pourrait peut-être parler des bonnes pratiques, des mauvaises pratiques, si tant est qu'il pourrait réellement y avoir des mauvaises pratiques, parce que c'est vrai que parfois, si, il en existe quand même certaines. Je vais dire direct ce qu'à peu près tous les élèves que j'ai pu avoir font quand tu leur dis d'apprendre un morceau et qui fait que ça marche pas. C'est qu'en gros, tu vas leur donner un morceau à jouer, que ce soit de la musique actu ou du classique, hein. J'ai eu le cas peu importe, c'est pas propre à, par exemple, guitare classique, guitare électrique, ça change rien. Donc, tu leur donnes un morceau. Et en général, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont travailler le morceau dans sa globalité directement, c'est-à-dire qu'ils vont pas prendre le temps en gros, ils vont prendre la tablature si c'est des musiques actu, ou ils vont prendre la partition. Ils vont direct prendre la guitare et hop, ils vont tout de suite, première lecture, essayer de déchiffrer les trucs, jouer. Ils vont se planter parce qu'ils découvrent, mais ils continuent, etc. Ils arrivent à la fin du morceau. Ils l'ont foiré à peu près sur une note sur 3. Et après, en fait, ils basculent en mode boucle, automate. Ils reviennent au début et en gros, ils refont le morceau une nouvelle fois jusqu'à la fin. Ils se replantent à peu près aux mêmes endroits à chaque fois. Et en gros, ils vont bosser comme ça pendant une demi-heure. Puis ils vont se dire, cool, j'ai fait ma demi-heure ou mon heure de guitare. J'ai bossé mon morceau 10-15 fois à la suite. Sauf que ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'en fait, ils l'ont joué 10-15 fois en entier en faisant des pains toujours aux mêmes endroits. De quoi ouvrir une boulangerie. Voilà. Exactement. Et du coup, finalement, c'est comme s'ils n'avaient rien foutu, j'ai envie de dire. Ouais. Ils ont quand même appris un minimum de trucs, mais on va dire que c'est plus qu'ils ont dilapidé le temps de manière complètement inefficace. Et ils ont flatté leur ego en se disant qu'ils avaient fait une bonne séance de travail. Voilà, parce que et là, je rentre tout de suite dans ce qui est pour moi le plus gros problème de l'apprentissage qu'on a en général, et je pense que ça va au-delà de la guitare, c'est que la plupart des gens, ils pensent en termes de temps, en termes de durée, au lieu de penser en termes d'objectifs ou en termes de compétences. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, et ça, même les parents, moi c'est la première question que les parents me posent, par exemple au conservatoire, par rapport aux élèves, c'est combien de temps il doit travailler à la maison ? Alors qu'en fait, j'ai envie de dire que ça, on s'en fout, mais complètement. Parce que pour moi, c'est pas le temps qui compte. C'est pas le fait de faire... t'as des élèves, ils vont bosser 1 heure par jour. Ça va être des tueurs. Et t'en as d'autres qui vont faire 4 heures par jour et qui vont être nuls à chier parce que c'est surtout la manière dont tu bosses. En fait, c'est pas le temps que tu vas consacrer à ton morceau qui va faire que tu joues bien ton morceau. C'est l'efficacité du temps que tu utilises. C'est comment tu utilises ce temps. Et c'est ça qui est souvent mal compris. C'est qu'on croit qu'il faut travailler en durée, alors qu'il faut travailler en compétences, en objectifs. Moi, je t'explique un peu comment j'envisage, par exemple, l'apprentissage des morceaux. Ouais, vas-y. Alors, ce que je vais dire là, c'est pas forcément des choses que j'applique systématiquement moi-même dans tous les morceaux que je vais apprendre ou tous les morceaux que je travaille, parce que c'est aussi du cas par cas. Il y a des fois, en fonction de mes besoins, en fonction de ce que je cherche dans le morceau, je vais pas forcément le travailler de la même manière.
Mais en tout cas, ce que je fais moi, c'est que, par exemple, je vais envisager le morceau avant tout de manière très globale. Et je vais aller dans le spécifique progressivement. C'est-à-dire que d'abord, un truc que je conseille aux élèves, c'est que quand je leur donne un morceau, je leur dis d'abord, tu écoutes le morceau. Tu écoutes l'original. Éventuellement, tu peux aller voir des covers sur YouTube. Tu peux regarder des lives où le morceau est joué. Déjà, tu t'imprègnes un peu du morceau, voir comment il Alors sonne. déjà c'est ce que j'aurais dit, puisque en fait, bon là Ouais, on parle d'un morceau qui te plairait forcément. Après, quand ouais, par exemple tu es dans le cadre où tu apprends la guitare classique et où tu pas forcément du classique toute la journée, c'est quand même la base d'aller écouter le morceau, alors que des oui, fois oui, les oui, élèves n'ont pas forcément le réflexe. Les gens oui. qui font du jazz, souvent ils ont envie d'apprendre la grille d'accords et commencer à shredder, Mhm, improviser avec fougue sur la grille, alors qu'ils connaissent pas le ouais, thème et qu'ils n'ont même pas écouté les versions. Et mhm, j'inviterai les gens qui font du jazz à écouter le maximum de versions. Donc quand vous apprenez un standard, écoutez euh, éventuellement la version originale, mhm. c'est important, la version chantée. Quand vous apprenez un thème bebop, allez écouter la version originale et vous essayez de trouver des versions alternatives, puisque tous les standards ont été joués Ouais. des centaines de fois. Donc voilà. Et dans le cadre d'un morceau plus rock, etc., moi je conseillerais aux gens, voilà ce que j'imagine t'allais dire aussi, d'observer une méthode et pas de faire ça la one again avec la tablature et le Mhm. tuto machin vite fait. Alors juste une parenthèse par rapport à ce que tu Vas-y. disais, je tiens à illustrer en fait ce que tu dis par le Ouais. fait, j'en ai sûrement déjà parlé et je crois que je sais plus si on a fait ce sujet-là ou en tout cas on prévoit de le faire, c'est le problème, enfin les avantages et les inconvénients d'apprendre la guitare en ligne ou avec YouTube. Ouais, on a Euh, prévu ce podcast-là, oui. voilà. Je vais juste faire une parenthèse, c'est que quand en fait j'ai commencé mon vlog en 2016 et qu'il y a des gens de ma région qui ont vu que j'étais de Toulon, donc qui me voyaient sur YouTube et des fois qui me croisaient dans la rue ou ça m'est arrivé au restaurant, etc. Euh, En fait, ils ont voulu prendre des cours avec moi et ça m'est arrivé 3 fois consécutivement, en fait. Mhm. Et les mecs m'ont dit, ah ouais, tiens, regarde, j'ai bossé telle vidéo, ah ouais, tiens, regarde, j'ai bossé telle vidéo. Et en fait, la personne n'avait pas bossé correctement et du coup, ça avait perdu l'essence du Ouais. truc. Il n'y avait pas les bons coups de médiator. Je lui dis, ouais, mais c'est pas bon, rythmiquement, c'est pas bien en place. Au niveau des coups de médiator, c'est pas bon. L'articulation et les nuances de la phrase n'y sont pas et l'inflexion n'y est pas. Mhm. Et notamment, il m'arrive donc vis-à-vis aussi des formations, qu'il y ait des gens qui me taguent par exemple sur Instagram ou Facebook en me disant ah ouais je travaille les leaks de Sébastien Zunino machin truc ou telle vidéo de Mhm. YouTube et souvent les mecs techniquement si tu veux on va dire que c'est répète après moi et par exemple c'est comme si je te disais oh, ben, j'ai en face de moi un magnifique paysage et que Ouais. la personne elle disait j'ai en face de moi un magnifique paysage. Ouais, je vois. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que Il toutes y les y a les notes, sens, mais pas la musique, quoi. voilà, et pas l'inflexion, et pas l'intonation, et pas. Ouais. C'est comme. Voilà, ce que je veux dire, c'est pour ça que d'où le relevé pour moi est important. C'est comme une personne qui apprendrait, si tu veux, une œuvre de Bach en double croche, mais qui Mhm. l'interpréterait pas. Si jamais Ouais. tu joues la suite, par exemple, pour violoncelle en ré majeur, tu sais, Mhm. Ouais. si tu la joues comme elle est écrite, tu la rentres dans Guitar Pro, ça fait la même chose. Ce que Ouais, je veux c'est dire, ça. c'est que voilà. Donc voilà, d'où l'importance de l'écoute. euh, Ouais. que l'écoute est aussi importante en fait que la pratique sur l'instrument. Mhm. Tu vois? Sinon, tu mets Guitar Bah, Pro. D'ailleurs, les guitaristes qui bossent sur Guitar Pro, en fait, qui se mettent Guitar Pro pour tirer, en fait, pour que la machine tire l'humain. D'accord? Parce ouais. que moi, je le fais, hein, donc je peux te dire Ouais, que. moi aussi. Et j'entends pas mal de gens qui le font aussi. Parce que ça s'entend dans le jeu, en fait. Mhm. Donc voilà, parenthèse fermée, c'était un paragraphe. Très intéressant, du coup. Merci. Et justement, je rebondis par rapport à ça pour poursuivre, pour étendre un peu ce que tu viens de dire, l'écoute. Notamment le fait d'écouter le morceau, ça te fait prendre conscience de quelque chose que même si tu connais un morceau, par exemple, tu veux apprendre, je sais pas, tu es un fan d'Highway to Hell, tu adores ce morceau, et tu vas le bosser à la guitare. Bah, le problème, c'est qu'il y a un phénomène qui se produit, c'est que même si tu connais le morceau, dès l'instant où tu vas vouloir bosser la partie guitare, c'est comme si d'un coup, tu avais des sortes d'œillères qui te masquaient tout ce qui était autour de ton instrument. Et du coup, tu oublies instantanément que dans le morceau, il y a aussi un bassiste, il y a aussi une deuxième guitare, il y a aussi un batteur et il y a aussi un chanteur. Et le fait d'écouter le morceau,
ce qui est important, c'est de ne pas écouter que la guitare, mais d'écouter surtout le rapport entre la guitare et les autres instruments. De voir comment la guitare 1, elle interagit avec la guitare 2 s'il y a une autre guitare, comment la basse et la batterie fonctionnent ensemble. Est-ce que la batterie, elle soutient la guitare ou elle soutient la basse? Est-ce que la batterie, elle te fait des roulements au bout de 4 mesures, 8 mesures pour t'indiquer, tiens, là on arrive dans le couplet, là on arrive dans le refrain, qui te permettent, toi, en tant que guitariste, d'avoir des repères au niveau de la métrique, au niveau de la pulse, pour savoir quand tu as tes changements. Alors mon Pour avis t'aider là-dessus, du coup à mémoriser. juste une Ouais, vas-y. parenthèse rapide, mon avis là-dessus, c'est que le guitariste doit être autonome à ce niveau-là. Hein. Pour moi, au niveau c'est d'ailleurs dans ma formation au sens du rythme, j'en parle et c'est les premiers exercices, c'est Ouais. déjà sentir la mesure, sentir Hein. les 2 mesures, sentir les 4 mesures, sentir les 8 Ouais. mesures, sentir les 16 mesures. C'est hyper important, si bien que ça m'est déjà arrivé de jouer avec des batteurs qui calaient un break sur la 3e mesure par exemple. Ouais. Ou à la fin au lieu d'être à la fin de la 4e ou en même temps Ouais. sur le 3e temps de la mesure, alors ça je comprenais Hein. pas. Je tiens à dire ça, important, il faut que vous les guitaristes et que n'importe quel autre instrumentiste soit plus rythmiquement plus fort qu'un batteur. Parce que Hein. n'importe qui peut faire, avec 3 synchronisations, peut faire un riff de batterie. C'est pas pour Ouais, ça que tu ouais. as le sens du rythme et du tempo. Les Hein. guitaristes et les bassistes et les saxophonistes et tout doivent tout le temps utiliser des rythmes bien plus complexes que ceux utilisés par un batteur. Et il Hein. est primordial que le guitariste, enfin je parle pour les guitaristes puisqu'on est sur un truc de Oui, guitariste, hein, et oui. puis après tout, pourquoi ne pas être un peu intégriste vis-à-vis de notre instrument. Euh, il faut que le guitariste soit plus fort en rythme que le batteur. Voilà. Hein. Il faut que le guitariste sente les cycles. Il faut que... voilà. C'est ultra important. Si vous sentez pas les cycles et que vous attendez que le batteur fait son break, c'est trop tard. La musique, elle y est pas, quoi. Justement, Ouais. le groove, c'est quand tout le monde sent les mêmes choses au même moment. Hein. Voilà. C'est vachement intéressant et vachement important ce que tu viens de dire là, effectivement. Moi, je ne l'ai pas précisé dans le sens où ce que j'explique là, tu vois, c'est par rapport Hmm. au sentiment de jeu en groupe, c'est-à-dire connaître en gros ce que jouent les autres. Tu vois ce que je veux dire? Après, Ouais, effectivement, effectivement. Là, c'est alors, aussi là, important de... petite Oui, parenthèse, pour ceux qui relèvent des phrasés jazz, ce qui vient de dire Cyril, c'est ultra important. C'est que lorsque vous voulez relever une phrase dans un contexte jazz, fusion, une phrase musicale improvisée ou voire même un solo, si vous n'avez pas repéré la tonalité, si vous n'avez pas repéré la note de la basse, si vous n'avez pas repéré l'accord sur lequel est joué ou la métrique jouée par le hein, batteur, c'est en fait 90% du travail qui n'est pas fait. oui. Voilà, parenthèse fermée. Et c'est vrai que là-dessus, c'est intéressant aussi pour le fait de connaître ce que font les autres instruments, ça te permet aussi de mieux connaître ta partie et de mieux la comprendre, même de la façon dont elle est composée. Parce que des fois, si tu repères, par exemple, tu as un riff en 8 mesures et tu repères qu'à tel endroit, tu as le batteur qui va faire ça, à tel moment, tu as la basse qui va faire tel changement harmonique, etc. Toi, tu peux dire de ta partie guitare, ah oui, je comprends pourquoi là, il y a cet accord qui est présent à ce moment-là, ou alors pourquoi là, le guitariste, il fait un changement de rythme alors qu'avant, il faisait juste des croches, par exemple, sur des power chords. C'est parce que le batteur, à ce moment-là, il fait ça, et du coup, il y a une interaction avec la batterie à ce moment-là. Et du coup, ça te permet de savoir que quand tu joues ton truc, à quel instrument tu dois faire attention, et avec quel instrument tu as une complicité à ce moment-là, tu vois. Parce que des fois, tu vas avoir une complicité avec l'autre guitariste, parfois ça peut être avec le batteur, avec le chanteur, le bassiste, ou le synthé, s'il y a un synthé dans le groupe, ou d'autres instruments. Et du coup, c'est important de connaître sa batterie et de connaître comment elle interagit avec connaître sa batterie, connaître sa partition, pardon, et de savoir aussi comment elle interagit avec la partition qui est jouée par les autres, quoi. Dans le cas où c'est écrit, évidemment. Dans le cadre de l'improvisation, c'est autre chose, mais en tout cas, moi, voilà, c'est cette vision déjà globale du morceau, arriver à s'imprégner de tout ça avant de rentrer un peu dans sa partie guitare. Et après, c'est important aussi de comprendre la structure. T'as plein d'élèves, en fait, ils cherchent à apprendre le morceau, mais ils savent même pas quelle est la structure. Tu vois, savoir combien il y a de refrains, de couplets, le solo, est-ce qu'il y a des breaks, est-ce qu'il y a des machins comme ça. Ils apprennent les parties sans forcément savoir où sont les transitions entre les parties, tu vois. Ah Ça, non, c'est mais surtout vrai quand même pour les petits élèves. Généralement, les élèves un après, peu plus expérimentés le moi, font moi, moins. je ferai un raccourci énorme. Alors là, mais je dirais que le meilleur moyen de progresser quand on apprend des morceaux,
c'est jouer sur le CD. Voilà. Basta. Effectivement. C'est tu joues sur le CD, tu chopes le groove du groupe, Ouais. tu chopes les paroles, tu chopes l'essence du truc. Ouais. C'est comme si jamais, si vous voulez, c'est comme si jamais on apprenait à parler euh, avec un texte, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, vous voulez apprendre une langue étrangère et en fait, on vous donne un texte et on vous dit, ben vas-y, lis-le, si tu veux. Alors que si la personne à côté de toi, elle te le lit une fois que tu le relis derrière, tu vas le lire 10 fois mieux, en fait. Et c'est là où je veux en venir. C'est que quand tu apprends à jouer un solo, etc., parce que ça m'est Ouais. arrivé, moi je le dis parce que j'ai fait cette erreur-là quand j'étais plus jeune, les gens peuvent s'apercevoir, je pense que ceux qui ont regardé déjà mes vidéos ou qui même écoutent le podcast s'aperçoivent que je suis un gars un peu impatient, un peu speedos. Ça m'est arrivé quoi, d'apprendre quand j'étais plus jeune, quand j'avais 12-13 ans, des morceaux sans jouer sur le CD avec la partition et l'erreur que tu décrivais, je l'ai faite énormément de fois. Ouais, moi Euh, aussi, hein. voilà, donc en fait, c'est pour ça que je dis, si vous voulez apprendre à jouer un morceau, jouer sur le CD, c'est obligatoire, quoi. Après, selon le style de musique, il y a effectivement un process et le fait de comprendre, comme tu dis, de ce que vous faites au niveau que ce soit rythmique, choix des mouvements. Après, ça peut être un choix pour une élève plus avancée. Si c'est un sweeping ou un aller-retour, bon, par exemple, l'élève avancé, il va le sentir. Sauf si tu es dans euh, euh, le jusque boutisme d'être collé en fait à la personnalité du guitariste originel. Mais voilà, jouer sur le CD, comprendre la tonalité. Par exemple, moi, il m'est arrivé d'avoir un élève il n'y a pas si longtemps sur Skype qui a un bon niveau et qui joue des trucs. Il me dit, mais je comprends pas ce que je fais. Mais je lui dis, mais là, par exemple, tu sais même pas dans quelle tonalité tu es. Et du coup, lui, le gars, si tu veux, c'est comme s'il connaissait d'un côté sa gamme pentatonique parfaitement, de l'autre côté, il a du vocabulaire pour l'exprimer, mais qu'il n'avait pas mis la relation. Donc, c'est bête. Euh, Ouais. c'est comme si tu avais un pont entre deux rives et que tu l'utilises jamais, que tu préfères prendre le canoë, quoi. Tu vois. Donc, et le truc est ultra important, c'est de jouer sur le CD pour choper l'essence du truc. Ouais, puis en Euh, plus, tu bénéficies de toute l'énergie du groupe qui joue à ce et moment-là. puis, c'est vachement Et plus t'as un peu. ludique. Ouais, bah oui, c'est clair. Voilà. C'est vachement plus ludique. Alors ça, je parle pour des morceaux, on va dire, tout ce qui est rock, hard rock, etc. Et dans le cas du jazz, euh, il faut choper l'essence du soliste parce que ce n'est pas juste les notes du mec. C'est l'intention, si tu veux, le contexte, qu'est-ce qu'a fait le batteur à ce moment-là, et ressentir, si tu veux, j'ai envie de te dire comment je travaillais, j'ai compris ça, alors je vais faire une parenthèse là-dessus, mais par exemple, quand je travaillais, en fait, mon prof me faisait faire énormément de relevés de saxophonistes, de trompettistes, de pianistes, etc. Et en fait, quand je travaillais ça, j'ai compris un truc à un moment donné. Il y avait un solo de Sonny Rollins qui était sur le morceau Air Gene sur un album du quartet de Miles Davis et c'était, il me semble, une version alternative. Donc j'ai relevé le solo de Rollins et c'est là que j'ai compris ce processus. Et je me suis entraîné à le jouer, à le jouer, à le jouer, à le jouer. Et à un moment donné, je saturais, j'en avais marre, mais si tu veux, ma volonté allait au-delà de la saturation cérébrale, je dirais. Ouais, je comprends, ouais. Et en fait, une fois que j'ai passé le cap de la saturation, je suis rentré dans une transe. Voilà, je suis rentré dans une transe et les minutes, enfin les heures, j'ai plus vu passer. J'ai dû faire répéter, répéter. Donc je m'étais mis le morceau dans le transcribe et ça répétait que le solo en boucle. En fait, j'étais parti 2 mesures avant et je laissais 2 mesures derrière le solo pour vraiment sentir le contexte et tout du tempo, puisque le tempo peut bouger un petit peu dans le jazz, vu que c'est pas des trucs qui s'enregistrent au clic. Et j'ai compris, si tu veux, et à ce moment-là, j'ai gravé quoi, dans mon subconscient. La Hmm. répétition, tu sais, un peu comme la trance Ouais, africaine quand les mecs ils ouais, ouais, répètent ou même complètement. quand tu vois bon, enfin bon, peu importe, mais euh, en fait, tu deviens un peu gaga. D'ailleurs, tu as du mal. Je vois, par exemple, quand je pratique intensément quelque chose, parce que je me force à faire ça, donc ça rend un peu peut-être gaga, mais je me force à pratiquer jusqu'à outrance, jusqu'à rentrer dans une transe où en fait les minutes, en fait les heures deviennent des minutes, si tu veux. Ouais. Et après, quand je sors de cette transe-là, j'ai vachement de mal à revenir dans la réalité. C'est-à-dire que quand je parle, euh,
je vois que mon cerveau il est attaqué quand même, enfin il a du mal si tu veux à revenir dans le monde réel en fait. Ça, Et, c'est l'âge, hein, tu sais. mais ça me le faisait vachement plus jeune aussi, hein, tu vois ce que je veux dire, ça me le faisait. Ouais, puis, mais c'est vrai que moi, ça m'est arrivé de ressentir aussi ce genre de choses-là. Moi, sous une autre approche, c'est l'envie de pas s'arrêter. C'est bizarre. En fait, quand je bosse des aspects techniques, moi, j'aime beaucoup faire de la technique pure. Tu vois, c'est un truc qui m'éclate et j'aime bien jouer des exotechniques, des choses comme ça. Et des fois, quand j'en fais pendant une longue durée, des choses que je cherche à intégrer, ben, en fait, j'ai même plus l'envie de m'arrêter et c'est presque plus difficile pour moi d'accepter d'arrêter de faire l'exercice que de le continuer. Ouais, C'est un ouais, truc peut-être ah, un mais peu je vois. bizarre, mais Ah, non. ça rejoint un petit peu l'esprit de ce que tu dis, même si c'est un peu différent dans le feeling que j'ai. Voilà, après, et là tu rentres vraiment. Ce que je veux dire, c'est que quand on est à ce stade-là où en fait t'es en mode automatique, c'est comme j'ai remarqué ça, bon, tu sais que je cours beaucoup. J'ai remarqué que par exemple ma limite en fait de pilote automatique quand je cours, c'est 13 km. C'est-à-dire que, on va dire que j'essaie de courir tous les jours 10 km. Quand je me force à faire une plus longue distance, à partir de entre 10 et 13, je galère, je suis obligé de forcer mon corps. Ouais. D'accord. Et au-delà de 13, mon corps court tout seul, quoi. Alors, je ne sais pas si ça le fait à beaucoup de gens, puisque je ne suis pas un professionnel de la course, et je vais te dire un truc, je ne me suis jamais renseigné sur quoi que ce soit, je me suis juste acheté des bonnes choses. Mais je remarque que, voilà, moi... T'as une espèce de seuil en fait. Ouais, c'est ça, des seuils, ouais, exactement. Et, et si tu veux, par exemple, quand je pratique, et j'ai remarqué ça, quand je passe le cap de saturation, je sais, en fait, quand je passe le cap de transe et que je reviens dans la réalité, je sais que là, le travail que j'ai fait, il a été efficient. Il a été hyper productif et que j'ai gravé quelque chose. Voilà. Notamment Ouais. en ce moment, bon, là, en ce moment, comme je te disais en off, je travaille beaucoup. Mhm. Euh, et je travaille des phrasés ou je travaille des patterns de Slominski ou du Hammer from Nowhere, puisqu'on parlait, c'est notre tendance cette année à tous les deux, je crois. C'est le truc de notre année Ouais. 2020. Le Hammer from Nowhere. Et je dois Tag t'avouer. Hammer from Nowhere. Voilà, c'est ça. Et en fait, hashtag Hammer from Nowhere, les gars. Euh, et en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que quand je sors de ma pratique, la dernière fois, il y a ma copine qui m'appelait et j'ai eu du mal à revenir dans la... Mais elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va ou... Ben, je lui dis, ouais, non, mais c'est que j'ai travaillé en fait et je suis encore de... Mon cerveau était encore keblo dans le Hammer Encore from dedans. Nowhere. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et comme, bon, Ouais. elle, ça fait pas longtemps que je suis avec, donc, bon, mon ex-femme, ça faisait 6 ans que j'étais avec, tu vois, elle savait que j'avais du mal à revenir Ouais. dans la réalité, tu vois, je passais à table 50 fois, tu sais, et puis j'arrive, tu sais, j'ai l'œil de pigeon, tu sais, l'œil vitreux, tu sais, La bave au coin de la lèvre. tu sais, l'œil de bovin, tu sais, Ouais. tu vois, voilà, ouais, exactement, la bave au coin de la lèvre et tout, tu sais, tu sais, le gars, il est pas là, quoi, enfin, il est là Ouais, c'est physiquement, mais clair. son cerveau, Le il est cerveau, il est perché, resté quoi. avec la guitare. Voilà, c'est ça. Et en fait, elle qui était pas habituée, elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, quoi? T'étais bien bizarre, t'as fumé et tout. Je dis, non, non, ben non, je fume pas et tout. Tu vois, et en fait, c'est vrai que, et à ce moment-là, j'ai remarqué que, mais après ces moments, en fait, de transe, du jour au lendemain, la progression est là. Voilà. Donc, en fait, ce que j'inviterais bon, c'est un peu extrême. Voilà, c'est un petit peu extrême. Comme. N'allez pas faire une crise d'épilepsie à cause du podcast Culture Guitare, quoi, tu vois. Mais j'ai remarqué que, effectivement, même quand tu bosses un morceau, quand t'es adolescent, en fait, tu fais ça, mais sans t'en rendre compte parce que t'es à Oui, fond, ça te plaît, c'est ouais, ça. putain, Guns N' Roses, je suis dans ma chambre, je m'habille comme Slash devant la glace, Ouais. et je T'as joue, et la je joue, et fougue, je joue. l'énergie. Et souvent, les gars qui font ça, et le fait qu'en plus ce soit ludique et que tu fasses ça avec amour, Ouais. avec plaisir, ça paye d'autant plus puisque le cerveau a besoin de plaisir pour progresser. Oui. Ouais, on Si est jamais tu complètement es dans la d'accord. contrainte, tu as énormément de mal à progresser, on le sait, Ah oui, ça c'est clair. c'est de Ça marche pas. la neuropsychologie, non, Ouais. neurochirurgie ou psychologie, je ne sais plus. Enfin, Alors, je saurais pas te dire. enfin, en tout Mais en cas, tout cas, c'est pour ça que les gamins apprennent aussi facilement. C'est pas parce qu'ils ont un cerveau plus efficace, c'est parce qu'ils apprennent beaucoup par ils apprennent entièrement par le jeu. ouais, Pour eux, par le c'est ce qui est jeu. naturel. Du coup, ils apprennent super vite parce que c'est naturel. Et donc le fait est que voilà, bien apprendre un morceau, alors outre le process, parce que bon là en fait on est rentré dans le process un peu Oui, comment on pourrait dire empirique, ouais, ouais. voilà, mais dans le process technique, c'est-à-dire il faut que les mouvements soient là au bon moment, au bon endroit, sinon vous faites du caca. Et si en plus vous répétez du caca
en vous rentrant dans la transe et le plaisir, ben là, c'est là qu'on chope des défauts et que tu mets des fois des mois à corriger, quoi. Ouais. Ah bah oui, c'est parce que tu rends automatique des erreurs et du coup répéter des erreurs, ça te fait juste être meilleur à faire des erreurs. Et c'est vrai que ça Après, juste je suis ouais. mitigé. En même temps, je suis mitigé parce que je veux pas. On a besoin de faire des erreurs. Euh, Ah oui, mais le tout, moi je suis d'accord, moi je fais toujours des erreurs aujourd'hui et j'en ferai toujours quand j'apprends des nouvelles choses et c'est normal. En fait, ce qu'il faut pas, c'est ne pas en prendre conscience. Si tu veux, le problème c'est que il y a beaucoup de guitaristes qui vont faire les erreurs. Ils vont savoir, ok, j'ai fait une erreur, mais en fait, ils vont pas chercher à ne plus reproduire cette erreur. Ils vont pas chercher à comprendre pourquoi ils ont fait cette erreur et à chercher comment ne plus faire cette erreur. Ils vont faire l'erreur, mais en fait, ils vont juste continuer à répéter les choses en se disant que ça va s'améliorer. Alors que c'est pas de répéter 10 fois le truc qui marche pas qui va faire que ça marche la 11e. Tu vois, c'est qu'à un moment donné, il faut trouver pourquoi ça marche pas et chercher le moyen qui va te permettre de résoudre l'erreur. Et c'est en ça que je dis que le fait de répéter les erreurs, c'est pas une bonne chose. C'est que si tu les répètes en ne cherchant pas justement à les comprendre. Ouais, voilà. D'où l'intérêt. Bon, après, c'est pas pour. Euh, comment dirais-je? C'est pas pour défendre notre. Enfin, prêcher pour notre paroisse, hein, je vais dire, entre guillemets. Mais. D'où l'intérêt, des fois, d'avoir un prof, quoi. Genre de point, oui. Au niveau des méthodologies, effectivement. Et c'est vrai que, en fait, je pense que moi, ce que j'ai pu constater avec beaucoup d'élèves, c'est quand même que c'est rare les élèves qui ont vraiment naturellement une bonne démarche. En tout cas, par les élèves que j'ai eus, c'est peut-être que toi, tu en as eu qui avaient naturellement une bonne démarche. Mais en tout cas, Je vais te dire un truc. Il y a il eu y a rarement. un avant et après YouTube. Ouais. Ouais. Tu veux dire de manière générale ou par rapport à tes élèves? Moi, je le vois de manière, enfin, je pense de manière générale, c'est-à-dire qu'en fait, D'accord. nous, on fait, bon, on va pas, on joue la transparence, on s'est toujours dit. Nous, on fait de l'acquisition de prospects, on va dire, sur YouTube. Hein, c'est-à-dire qu'on donne du contenu gratuit. Aujourd'hui, on est là-dedans. Il faut pas se voiler Oui, la oui, face. tout à fait. Et les autres profs, c'est la même. Tout le On, monde fait ça, voilà, oui. on fait de l'acquisition d'audience pour après vendre des produits. Oui, Tout oui. connement, ou du cours, ou du coaching, ou de la Oui, partition, ou du relevé, peu importe, ou du service, ce qui est mon oui. cas par exemple. Oui, oui. Mais euh, il se passe un truc, c'est que souvent, la personne, moi je sais ce qui se passe dans la tête des plupart des gens, c'est qu'en fait, ils consomment le contenu gratuit, en fait, ils n'y apportent pas forcément la valeur qu'elle mérite, parce que c'est gratuit, déjà. Et les mecs jouent le truc vite fait, machin. Ah ouais, mais en fait c'est facile déjà. Donc il y a un problème aussi un peu d'ego vis-à-vis de certaines personnes qui se disent ah ouais, mais c'est facile de faire ça en fait. Ah, attends, je regarde, ouais, vite fait comme ça. Et en fait le gars n'a rien retenu, il a fait de la merde, il en a rien appris. Et il va vite trop consommer la vidéo, une autre vidéo dans les suggestions. Et en fait ça Oui, ne marche pas. Les oui, mecs, oui. pourquoi pourquoi il y a si peu euh, moi, je prends avant YouTube, il y avait beaucoup de meilleurs musiciens. Avant YouTube, t'as qu'à voir dans l'histoire du disque. Et la créativité était vachement plus présente, l'innovation était vachement plus présente. Et aujourd'hui, on est face à, en fait, à des guitaristes qui ralentissent ou qui bottent avec Guitar Pro, qui ralentissent, qui accélèrent leurs vidéos. Euh, Moi, je trouve que c'est un peu, voilà, je trouve que là, si tu veux, la technologie, c'est un leurre, quoi. Tu vois, c'est un peu comme tous, on a le iPhone et pourtant Mhm. les humains ont jamais été aussi illettrés et ignares qu'aujourd'hui, alors Oui. que dans ton téléphone, dans ta poche, t'as Wikipédia, quoi. Mhm. T'as l'équivalent de 150 bibliothèques en je sais pas combien centaines de langues dans ta Ouais. poche et les gens n'ont jamais été aussi cons. Mais après, Euh, je crois, il me semble qu'on en a déjà discuté dans un des podcasts, mais c'est aussi un des soucis de l'Internet, c'est que ça te fait une. En fait, tu as tellement d'informations disponibles et Internet est tellement fait, notamment YouTube, avec les algorithmes de suggestion, est tellement fait pour pousser à la consommation de contenu que, en fait, tu peux des fois, imaginons que tu as envie d'apprendre à faire, je sais pas, à faire du legato, tu vas chercher la vidéo d'un mec qui te montre comment faire du legato, tu vas regarder sa Alors vidéo et à tu te propos de dis, Legato, je suis tombé sur une vidéo. ouais, Le mec, le mec ne maîtrise mais pas du tout le legato. ça c'est un Mais autre c'est même problème pas aussi là de. je parle même pas de maîtriser. Là, je Ouais, parle de juste jouer du legato quoi, ouais, comme un débutant.
Le mec, il te fait une leçon sur YouTube avec des figures rythmiques improbables. Mm. Et il est même pas en place en plus quand il joue. Donc, si tu veux, il y a un moment donné, putain, il faut quand même. Ouais, comment j'ai envie de Mais te dire, je vais pas. Après, il faut pas une police de la qualité, c'est pas la question. Moi, je peux par exemple avoir des idées arrêtées sur des choses et que ma pédagogie convienne pas. Mais je sais ce ouais, que je ouais, fais, j'ai des résultats, je suis oui. enfin, un pédagogue professionnel, mais non, tu vois. Mm. Ce que je veux dire, c'est que il y a des mecs qui deviennent profs, en fait, mais je parle dans les anglophones, les francophones, Ouais. qui deviennent profs, mais les gars, c'est limite même pas des guitaristes eux-mêmes, quoi. Ah là, ça, je vais pas citer de nom, mais c'est Tu vrai qu'il vois, y a pas mal de non, mais chaînes après, YouTube très très non, limites là-dessus, non, mais quoi. c'est même pas une question de ça, parce que de toute façon, on va pas se le cacher, on peut même dire aux élèves que pour donner des cours, il faut juste que tes élèves t'aiment bien. Déjà de base c'est ça. Ouais, Pas tout le monde a les. Hein, il y en a, leur cours de guitare, c'est le petit moment du samedi après-midi ou du jeudi ouais, ouais. soir. Ils ont pas envie de se prendre la tête, ils ont envie d'un mec sympa qui les fait marrer, deux, trois punchlines pendant le cours, et c'est ficelé. Et le mec il est content, Ouais. il paye, et l'expérience client, utilisateur, elle est parfaite. Ce que je veux dire, c'est que pas tout le monde a la vocation de devenir même Steam ou Steve Vai, tu vois. Ce que je veux dire, ça, c'est pas un problème parce qu'il y a le côté humain. Mais quand un mec se Oui. filme en vidéo et fait vraiment. Je parle pas de personne en particulier, c'est juste, je suis tombé sur cette vidéo, dans ma tête, je me suis dit, putain, il faudrait que le mec il prenne des cours, quoi, avant de faire Mm. des cours sur YouTube, tu vois. Euh, et ce que je veux dire, c'est que la personne qui n'y connaît pas, qui a pas l'oreille affinée pour comprendre, elle va démarrer avec ça et puis elle va se tromper. Et encore, ce qu'une Oui. fois, c'est que pourquoi plus on a, moi c'est ça qui me tue, c'est qu'en fait aujourd'hui, et encore je vais le dire, c'est la technologie est un leurre. Et regarde Guitar Pro. Pourquoi avant on avait des mecs qui s'entraînaient avec des partitions qui relevaient d'oreilles et maintenant tout le monde télécharge sur Guitar Pro et s'entraîne avec Guitar Pro au lieu de jouer sur le morceau original, parce qu'on parle de ça aussi là. Mm. Le problème c'est aussi ça. C'est le fait que au lieu que le gars il se mette le morceau original, par exemple, je sais pas pourquoi il me vient Guns N' Roses, parce que dans Guns N' Roses, dans Appetite for Destruction, il y a un Ouais. groove. Il y a un groove, comme tu disais, il y a de savoir qu'est-ce que fait les deux guitaristes. Quand t'en as un qui fait Ouais. des power chords et que l'autre il fait les accords avec les cordes à vide, avec la disto, ça donne un mélange mais absolument divin, quoi. Et c'est Mm. là que tu te rends compte, même 30 ans plus tard, que l'album c'est une tuerie pour ça, quoi, aussi. Parce qu'en fait, les textures des deux guitares font que ça sonne Ouais. monstrueux. Les cordes à vide mélangées avec le power chords. D'accord. Mm. Ce que je veux dire, c'est que on perd aujourd'hui l'essence de la simplicité des fois, de se dire mais au lieu de mettre Guitar Pro, mets-toi le CD et joue par-dessus, fais même semblant, fais des mouvements juste comme ça tu Ouais. progresseras en Pour rythme même. choper effectivement Tu le. vois, Ouais, 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 tu, complètement. tu vois et le problème de YouTube et de cette surconsommation et de cette surcréation de contenu, parce qu'il y a des mecs qui n'ont pas envie d'être profs, ils ont juste envie de choper une audience par pur Oui. ego, entre guillemets, Ouais, par ouais. pure envie de popularité, sans pour autant proposer même quoi que ce soit derrière. Ouais, ouais. Euh, Si tu veux, je pense que c'est con, mais on va dans le mur un peu, tu vois. Tu te souviens, est-ce que je t'ai déjà parlé de Platon, ce qu'il disait à propos de l'écriture? Bah, redis-le parce que ça me dit rien comme ça. Platon, il disait, puisque bon, Platon, il est plus ou moins contemporain de la popularisation de l'écriture, en fait. Et il a dit que l'écriture serait la perte de l'humanité, en fait. Pourquoi? Ah oui, tu m'en avais parlé, effectivement. Voilà, en fait, c'est vrai que ce qu'il dit, c'est pas bête dans un sens, mais grâce à ça, heureusement, on a des millions de livres, on a Ouais. toutes les partitions des grands compositeurs et tout, chose qu'on n'a pas en Ouais. Inde, puisque la En transmission est fait, orale. ça, l'avantage de l'écriture, c'est que tu as accès au cerveau mort les plus intelligents que l'humanité ait connu. Oui, C'est mais l'avantage des partitions et des livres, tu est-ce vois. que l'enseignement, par exemple, prenons, je sais pas moi, prenons par exemple tout bêtement la parole de Platon. Ouais. Est-ce que la parole de Platon, d'être transmise de bouche à oreille, est déformée et repensée par d'autres personnes en Mhm. arrivant au cerveau de la dernière personne, est-ce qu'elle n'aurait pas été beaucoup plus riche de sens que la parole de Platon, lui, lue pendant 2000 ans, en fait? La question, c'est Ouais, ça. je vois ce que tu veux dire. Ouais. Tout dépend de la chaîne, par qui ça passe. C'est Oui, ça mais la ce que je veux dire, c'est difficulté. que le bouche à oreille, peut-être que tu as... regarde, par exemple, truc bête, Bach popularisé par Mozart, quoi. Parce que si Mhm. Mozart s'était pas intéressé à Bach, en allant voir Carl Emmanuel en Angleterre, personne n'aurait entendu parler de Mozart. Il est mort dans la fosse commune, le mec. Et dans la Mhm. misère la plus totale.
Sa veuve, elle a fini par faire la manche, il a gagné rien du tout, et pourtant le gars, il a laissé à la postérité, justement, heureusement qu'il y avait l'écriture pour le coup, parce que sinon on l'aurait dans l'os. Mais je veux dire, si Mozart n'avait pas, dans un premier temps, été voir le Karl Emmanuel, le fils de Bach, en Angleterre, dans un premier temps, et donc si Mozart ne s'était pas intéressé à Bach, en fait, l'humanité n'en aurait pas conscience, et si jamais Glenn Gould n'avait pas dépoussiéré le travail de Bach, nous, au XXe siècle, le grand public aujourd'hui ne connaîtrait pas Bach. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est que même le néophyte, on va dire même le profane, il ne connaît pas, il connaît Bach, si tu veux. On connaît Mozart parce qu'il y a les facultés cérébrales et le génie humain, outre la musique. Mais les gens connaissent Mozart de nom, mais ils connaissent pas sa musique. Comme les gars connaissent Jimi Hendrix, mais ils connaissent pas leur musique. C'est parce qu'en fait, les mecs ont tellement marqué leur époque par leur génie qu'en fait, ça résonne dans les âges. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, est-ce que la pensée d'un mec, elle aurait pas... en fait, aujourd'hui, il y a des gars qui lisent... Enfin, moi, bref, je vais pas raconter ma life là non plus, mais je lis beaucoup de trucs, de philosophie, etc. Et moi, je préfère, par exemple, lire la philosophie être vulgarisée par un Michel Onfray qui explique et qui met en relation avec un contexte plus ou moins contemporain, que me taper, peut-être un jour je le ferai, mais me taper, je sais pas moi, les ouvrages de Nietzsche, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que peut-être qu'à un moment donné, il faut aussi adapter la pensée du mec, et peut-être qu'oralement, alors l'intérêt, comme tu dis, c'est d'avoir la pensée originelle, mais la pensée peut-être transformée au fil des ans, des âges, aurait peut-être un autre sens, et peut-être qu'en fait elle nous aurait permis d'avancer beaucoup plus, parce que là en fait on régresse. Bah, les deux sont intéressants à mon avis. Ce qui est intéressant dans l'idéal, c'est d'avoir même les deux. Parce que comme ça, tu peux voir une évolution, tu peux voir les dérives, pas dans le sens négatif, oui, mais bien sûr. Ça peut être positif ou négatif. Mmh. Et ça peut être enrichissant aussi. Est-ce que tu as une deuxième couche de lecture? Tu peux voir l'origine de la connaissance que tu es en train d'analyser, plus toutes ces dérivations au fil du temps. Donc, à mon avis, les deux sont intéressantes. Ouais, là je crois qu'on a bien dérivé là en parlant de dérive. Ah bah oui. Ouais, pas tant que ça. Après c'est vrai je sais même plus de quoi on est parti. On était parti de YouTube en fait. Ouais, effectivement. Ouais, voilà, c'est ça. Non mais et c'est pour ça qu'en fait. En même temps, sur YouTube, tu dérives constamment au fil des vidéos. Ouais, mais du coup, tu n'arrives plus à focaliser. Justement, c'est ce que je disais au début, c'est que par rapport à ce que tu disais, effectivement, des fois, tu tombes sur des mecs qui t'expliquent un truc qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Mais parfois, tu as aussi des mecs qui t'expliquent un truc qu'ils maîtrisent parfaitement. D'ailleurs, en fait, la plupart de ces gens-là ont été invités dans le podcast, il faut le savoir. Oui, effectivement. Voilà. Effectivement. Et du coup, quand tu as parfois des gens qui sont complètement compétents, qui vont expliquer un truc qu'ils maîtrisent très bien avec une pédagogie hyper claire qui fonctionne, parfois tu as quand même des gens qui vont remettre en question, mais pas parce qu'ils remettent en question la personne, c'est parce qu'ils ont pris l'habitude de quasiment remettre en question en permanence à cause des algorithmes. C'est-à-dire que tu regardes une vidéo d'un mec... Là, tu parles des trolls. Non, même pas ça. Non, pas du tout. C'est que par exemple, tu vas regarder. En fait, là, ce que je parle, c'est l'insécurité de l'information. C'est-à-dire que tu vas te retrouver sur une vidéo YouTube. Tu as le mec qui te dit OK, tu veux t'améliorer en legato. Voilà comment on fait. Voilà comment on se positionne. Voilà comment on fait les gestes. Voilà quel exercice je te conseille. Le mec qui regarde sa vidéo. La première chose que je demanderais, c'est quel guitariste qui fait du legato tu écoutes? Parce qu'on est d'accord. Je prends l'exemple par exemple de Pascal Vignier qui est invité dans le podcast qui va venir prochainement, ou même Alex Cordo qui va venir, enfin qu'on interviewe dans le prochain épisode en fait. C'est des mecs que je respecte tout à fait et que je trouve très très bons pédagogues, etc. Et le legato qu'il utilise, c'est pas le même que j'utilise moi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire moi j'utilise un legato finalement vachement plus. Moi le legato que j'utilise il vient d'Holdsworth. Eux, c'est des mecs ça vient de Steve Vai, Joe Satriani et tout. Et attention, je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais à un moment donné, il faut savoir de quoi tu parles. Parce que l'élève qui vient en face de toi, il te dit ouais, je veux m'améliorer en legato. Ouais, mais c'est quoi que t'écoutes? C'est un peu comme moi quand j'ai des élèves qui me disent ouais, je veux me mettre au jazz. Et t'écoutes quoi? Ah ben j'en écoute pas encore. D'ailleurs, j'aurais besoin de savoir. Mais alors, pourquoi tu veux faire du jazz?
Oui. Tu vois, c'est un Oui, peu comme il si y je a te une disais, dissonance cognitive. voilà, tu vois, c'est un peu, en fait, il y a un moment donné, et souvent, c'est encore, j'en reviens parce que je tiens à le dire, même quitte à me, il y a un snobisme vis-à-vis de d'une, on va dire, d'une tranche de catégorie ou de personnes ou quoi, qui se disent, oui, mais la pentatonique, c'est bon, moi je sors de la pentatonique, mais attends, mais Mm. mec, va dire ça à B.B. King, va dire ça à Stevie Ray Ouais. Vaughan, je le dis souvent, va dire ça à Bethany, va dire ça à Coltrane. Tu veux Mm. sortir de la pentatonique alors que les plus grands musiciens de l'humanité, ils sortent pas de la pentatonique, ou que les Ouais. mecs comme Debussy ont amené la pentatonique dans la musique classique. Et puis Euh, tu vas en Asie, ils sont très contents avec leur pentatonique. Hein. C'est pas les mêmes que chez nous, mais en tout cas, Ouais, ils ont leur pentatonique, ils mais en par sont très exemple, contents. écoute Goligo Cakewalks de Debussy, quoi. Le mec, Mm. je crois que c'est dans Children Corner Suite, je crois que c'est le deuxième ou le troisième Ouais. morceau. T'écouteras, le mec il compose de la pentatonique, et toi, mec, qui a 2 ans de guitare et tout, tu dis que tu as fait le tour de la pentatonique, mais je crois que tu te plantes. Et si tu veux, Mm. c'est encore une fois, c'est cette même catégorie qui va venir te dire, ouais, mais non, je veux me mettre au jazz. Mais tu écoutes quoi? Ah ben j'en Mm. écoute pas, mais j'ai le niveau d'en faire, c'est tout. Mais ça n'a rien à voir, quoi. T'as des jazzman Ouais. de merde qui ont pas le niveau de Stevie Ray Vaughan, quoi. Ouais, ouais. Ce que je veux dire, tu vois, il y a encore une fois une... Ah, je suis un peu coup de gueule, excuse-moi, je suis désolé, je n'ai Ah pas non, mais envie y a d'être pas de souci. négatif, C'est intéressant. mais en fait, tout ça pour revenir à ce tu crois sachoir, mais tu saches rien. Ouais. C'est un peu comme les terre-platistes, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, Tu comprends ce que je veux dire? ouais. Donc, il y a ce problème, et c'est le même problème quand tu apprends un morceau, c'est que tu te dis, tu le joues une fois comme ça, vite fait, tout caca, machin et tout, puis là, Mm. tu t'écoutes, tu t'enregistres, et tu reviens 6 mois plus tard, et franchement, si tu trouves que tu joues bien, ben, je pense qu'il faut que tu changes de prof ou que Ouais. tu te remettes en question. Parce Ah oui. que, en général, même quand tu as un bon niveau, quand tu te réécoutes 6 mois plus tard, tu trouves que c'est de la merde. Mm. Tu vois? Ah oui, sans arrêt, oui, ça ou quand tu réécoutes tes albums, ou c'est rare Bon, qu'un musicien aimerait écouter ses albums parce qu'il voit que les défauts en fait, ben, en fait, quasiment. moi, même quand je fais quand, quand je fais mon... Quand je m'enregistre, de toute façon, j'ai tendance à trouver que c'est de la merde. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que... Mais je poste parce que sinon, comme je disais la dernière fois, j'expliquais à je sais plus qui, je poste parce que sinon, après, ça finit dans la corbeille de mon Ouais, et puis desktop. après, Euh, faut pas tomber dans la paralysie et l'inaction par justement un excès de perfectionnisme en se disant ah c'est pas parfait, sinon tu fais rien en fait. Bah ouais, c'est ça. Si Ouais. t'attends d'être parfait, je crois Voilà. même, imagine, il n'y aurait pas eu Metny, il y aurait eu personne, hein, parce que de toute façon, Ouais. les Ah mecs, oui, pour c'est atteindre clair. ces niveaux-là, c'est des gars qui se remettent en question. Ils se sont pas dit, oh, ça y est, je Oui. suis le meilleur guitariste du monde, je travaille plus, Maintenant, hein. je fais des albums, ouais. Non, mais c'est Voilà. sûr. Voilà, donc les mecs comme Metny, par exemple, j'ai un élève à moi qui m'avait prêté une grosse biographie de Metny. Ouais. Bon, le mec, il bosse sans arrêt, quoi. C'est des Mm. mecs qui bossent tout le temps, tout le temps, tout le temps. McLaughlin, il a tout le temps la grappe dans les mains. De toute façon, tu peux pas avoir une Mm. attaque si précise si t'as pas passé des dizaines de milliers d'heures sur la guitare, quoi. Ouais, c'est Euh, sûr. donc, en fait, Il n'y a pas de miracle. voilà, et pour bosser un morceau, donc premier process, donc faire les choses bien, Mm. apprendre le morceau bien et comprendre le morceau, c'est-à-dire quelle tonalité. Quand tu apprends un solo, il faut comprendre la tonalité, Oui. il faut comprendre la position de gamme sur laquelle ça se trouve, etc. Et si jamais tu n'arrives pas à le retenir, ça veut dire que ta partition elle est pourrie. Parce qu'encore une fois, les partitions internet, c'est pas forcément les bonnes, avec les bons doigtés logiques. Alors oui, Deuxièmement, ouais, vas-y, je te laisse finir, ouais. je rebondirai là-dessus plus tard. Deuxièmement, tu bosses, tu pratiques à outrance pour choper l'essence du truc sur le CD. Et troisième, t'enlèves le CD, tu joues seul sur une boîte à rythme ou un métronome. Quatrième étape, tu joues ça en groupe. Cinquième étape, tu fais un concert avec. Mm. Et là, on Ouais. peut dire que tu le connais, le morceau. Moi, je pourrais rajouter une 6e étape. Vas-y. Tu prends Tu le l'apprends à morceau quelqu'un. et tu le. Bah, on pourrait rajouter une 7e étape. Effectivement, il y a celle-ci qui est importante. Et moi, j'en rajouterais donc une qui serait tu réarranges ou tu te réappropries le morceau. Par exemple, tu prends la grille d'accords et tu essayes Avec de la rajouter mélodie. des enrichissements, ou alors tu modifies le solo, ou alors tu changes les rythmes, ou tu vois, en fait, tu Oui, varies tu des choses à réharmonises, l'intérieur. tu reprends la mélodie, Voilà, ou c'est tu ça. fais une adaptation, ou alors tu fais le morceau en Exactement. reggae, ou ouais, Ouais. ouais, exactement, Voilà. ouais. Ouais.
Et du coup, moi, je rebondis sur ce que tu disais sur les doigtés, parce que alors, moi, c'est un des trucs qui m'a lancé d'ailleurs sur Internet au niveau de la pédagogie de la guitare. Ça date maintenant, ça doit faire, je sais plus, je crois que c'est en 2013 que j'avais lancé ça sur mon blog, donc ça commence à dater. Où justement, moi, une de mes plus grosses frustrations comme guitariste quand j'étais plus jeune, c'est en guitare électrique de pas trouver justement de morceaux fiables sur Internet, de tablature avec des doigtés, avec des notes justes, etc. En tout cas, depuis, c'est mieux, mais ça n'a pas beaucoup évolué. Et c'est vrai que des fois, tu récupères. Moi, j'avoue que ça m'arrive des fois d'être un peu feignant et un morceau, j'ai pas non plus envie de le retranscrire. Je vais chercher la tablature sur Songsteer ou ailleurs, ou des fois, je regarde sur YouTube. Donc, ça m'arrive aussi de le faire. Et je me rends encore compte aujourd'hui, des fois, que tu regardes la partition ou la tablature, puis tu te dis, putain, mais le mec qui a mis en ligne cette tablature, est-ce qu'il a déjà écouté le morceau une fois dans sa vie, en fait, avant de mettre la tablature, quoi? Parce que tu as l'impression t'as des fois des trucs qui sont même pas faisables guitaristiquement, quoi, qui n'ont aucun sens au niveau doigté. Et du coup, même dans les songbooks officiels, t'as des trucs. Moi, j'ai quasiment tous les albums de Metallica en songbook. Tu as des trucs qui sont complètement absurdes Alors au niveau doigté. là, je pense que, alors déjà, comme là tu viens de mettre le truc, déjà je pense que des fois c'est retranscrit par des gens qui sont pas guitaristes, Oui, déjà. je Voilà, suis qui ont d'accord. peut-être l'oreille Ça, absolue, qui ça, sont c'est clair. transcripteurs professionnels, qui ont l'oreille absolue, mais qui écrivent la Ouais, partition, et en fait que la tablature est générée automatiquement ou dans des trucs comme ça. ouais, sûrement, ouais. Après, il s'avère que dans les partitions, moi je peux te le dire parce que j'ai travaillé dans un magasin de musique qui faisait librairie musicale aussi, et je pense que Ouais, volontairement il y a des erreurs dans les partitions pour les problèmes de droit d'auteur d'accord. et de reproduction. Ok. Je pense. Ouais. Je pense que ça Ben, peut. Parce que j'en avais parlé à Monsieur Argence, enfin une fois, je lui ai dit, mais comment ça se fait? Parce que je savais qu'à l'époque, enfin j'avais entendu dire que pour la reproduction d'un morceau, il fallait prendre 7 mesures maximum et tu pouvais changer ouais, la septième et que en fait ça passait au niveau de. d'accord. Enfin, il me semble. Je veux pas, Mm. alors là, je veux pas dire de bullshit, je m'en souviens plus exactement de ce qu'on m'a raconté et du pourquoi, du comment. Mhm. Mais je me suis dit peut-être que pour des problèmes de droit d'auteur, c'était volontaire, quoi. Ok, bah alors là, ouais, je sais pas du tout. Donc, on va laisser la question en suspens ouais, sur cet aspect-là. C'est vrai que je saurais pas dire non plus Accord sus précisément. 4. Voilà. Mais du coup, en tout cas, tu vois, par rapport à ces doigtés, moi, ce que je vois souvent, c'est que moi, je le dis à mes élèves, je leur donne des doigtés et je leur dis constamment, je vous donne ce doigté, mais ne le prenez pas au pied de la lettre et n'hésitez pas à le changer si vous trouvez que c'est de la merde et que ça vous convient pas. Alors moi, Parce que ce que je moi-même, dirais à ce niveau-là, Ouais, c'est que un doigté que tu ne retiens pas, oui, c'est un doigté qui n'est pas logique. Parce qu'en fait, si complètement. jamais tu n'arrives pas à le mettre en relation avec ta gamme pentatonique, par exemple, je parle de ça parce qu'on parle dans le très généraliste. Ouais, Si tu n'arrives pas à reconnaître quelque chose dans le doigté, ça veut dire que souvent c'est faux. D'accord. oui, Donc c'est pour ça, d'où l'intérêt de connaître la gamme sur laquelle c'est construit, etc. Et dans le ouais, cas du jazz, quand tu adaptes un instrument non, qui n'est pas la guitare sur la guitare, il faut ouais. trouver tous les doigtés possibles et imaginables pour être guidé par la phrase musicale et non Hmm. pas par le plan, les gammes et machin. Oui, et en fait, surtout, tu vois, ça c'est quelque chose qu'on fait tout le temps en guitare classique. Tu vois la partition d'un guitariste classique, elle est annotée dans tous les coins. Et genre, la partition qu'il aura à un instant T et la partition qu'il aura dans 10 ans, ou même dans 5 ans, ou même l'année d'après, ça se trouve, elle aura complètement changé. Et moi, ce que je Tu- disais tout à l'heure, tu- depuis 2013, tu vois, je fais une Rifothèque où je transcris des tonnes de morceaux en partition qui est disponible sur mon site. Et du coup, parfois, je vais faire un doigté et genre 2 mois après, je vais changer intégralement tout parce que je me dis, mais pourquoi t'as fait ce doigté complètement con à l'époque? Et aujourd'hui, genre, je le jouerais complètement différent, tu vois. Parce que en ayant travaillé d'autres morceaux à côté, en ayant réfléchi plus profondément sur le son, en ayant pensé, des fois même en ayant regardé un live de comment fait le guitariste, je me dis, ah mais oui, mais c'est plus logique comme ça. Et des fois, tu vois, le doigté, ça dépend pas que d'une question purement technique, mais d'une question de son. Parce que par exemple, je sais pas si tu dois enchaîner un fragment de gamme,
en termes de doigté, tu as 1000 combinaisons possibles selon si Exactement. tu décides de le faire en pur aller-retour ou alors si tu décides de faire des glissando. Par exemple, c'est pas forcément con de faire un fragment de gamme. Alors, je vais essayer d'illustrer. Là, c'est dommage sans montrer la guitare. Je sais pas comment je vais rendre ça simple. Bah, imaginons sur 2 cordes, une montée de gamme toute bête. Tu fais 1, 2, 4 en doigté. Donc, imaginons on se met en casse 5, casse 5, casse 6, casse 8. Ouais, Et ensuite, même chose sur la corde d'après. Donc, un doigté simple, 1, 2, 4, 1, 2, 4. ouais. Ça serait le doigté le plus simple à faire si on réfléchit en mec un peu bureaucratique qui cherche l'optimisation à mort. Voilà, ça c'est le plus simple. Mais est-ce que ce sera forcément le plus intéressant? Est-ce que par exemple, toi, tu peux pas dire, bah tiens, moi je vais plutôt faire un slide de la case 5 à la case 6, jouer avec le doigt 3 sur la 8, et après, je sais pas, faire changer de corde et pour atteindre ma case 5 de la corde d'après, je vais par exemple faire un slide rapide en arrière et tu vois un petit mouvement rapide de slide arrière, slide avant pour revenir en case 6 et ensuite faire un hammer par exemple pour choper la case 8 d'après. Bah, au niveau phrasé, ça te donnera une sonorité complètement différente. Est-ce que le deuxième est moins bien que le premier parce qu'il est plus dur à jouer, parce qu'il est moins naturel? Bah, c'est difficile à dire parce que tu vois, ça peut servir à un but musical. Et c'est pour ça que moi, souvent, je dis qu'un doigté, c'est aussi propre à un guitariste. Tu as des guitaristes qui ont des facilités avec certains doigtés, et pour d'autres, ça va être une torture à faire. Et du coup, moi, je pense que les doigtés, faut regarder comment les autres font. Mais il faut pas se forcer à faire comme les autres font. C'est pas parce que, par exemple, vous voyez que votre guitariste favori il va jouer son plan avec tel doigté que vous, pour être légitime et pour dire ouais, je sais jouer ce plan, faut absolument respecter à la lettre ce qu'il joue. Si vous arrivez à jouer ce plan avec la même aisance, la même musicalité, mais avec des doigtés différents, et que l'esprit du morceau y est toujours, bah en fait, pour moi, la mission est remplie. Et il n'y a pas à se dire, ah, je suis pas un bon guitariste parce que j'arrive pas à le jouer comme lui le fait avec les mêmes doigtés de main gauche, de main droite, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut inspirer hein, quand même aussi. Même si je suis Oui, d'accord avec toi, ça peut être un challenge à atteindre, ça peut, pour moi, et des ça fois, peut ça être. peut devenir une frustration. Voilà. Après moi, bon, bah moi, on va le citer direct. Là, on est à 51 minutes. Alan Allsworth, donc. Ah, euh, applaudissements. je dois t'avouer que moi, par exemple, j'essaye vraiment de. euh, J'essaye vraiment de. Comment dirais-je de vraiment d'optimiser quand je relève un truc. Ouais. Voilà quoi. J'essaye vraiment d'optimiser à fond pour. Euh, tu vois, pour. Voilà quoi. Pour choper l'essence même du truc et même tu vois, voilà. Tu vois. Ouais, mais est-ce que tu cherches à jouer, quand tu relèves un plan de lui, est-ce que tu cherches à le rejouer exactement comme lui le fait en termes de doigté, en termes même jouer sur la même corde comme lui le fait, etc. Ou est-ce que après tu fais vraiment à ta sauce en termes de doigté? Euh, Non, non, j'ai quand même, bon, comme j'ai un, bon, moi, j'ai quand même les doigts qui s'écartent vachement et qui sont vachement longs. Hum. Euh, donc j'ai cette facilité, on va dire, voilà, qui fait que, bah, voilà, quoi, ça m'aide vachement, quoi. Ouais, parce qu'en fait, je te pose cette question parce que c'est le rapport entre le côté fidèle à ce que tu joues et le côté, entre guillemets, personnalité que tu insuffles dans ce que tu joues. C'est-à-dire que pour moi, quand tu essayes de reproduire le doigté rigoureusement identique, pour moi, on rentre dans le cadre un peu exercice, si tu veux, Ouais. exercice de style. Tu essayes de vraiment jouer tel que lui le joue pour voir un peu le feeling qu'il ressent quand il fait les plans de cette manière. Mais est-ce que c'est ce que toi, en tant que personnalité artistique et guitaristique, est-ce que c'est ce que tu ferais spontanément? Peut-être que oui, mais peut-être Euh, aussi que non. Et dans ce cas-là, tu vois, ça, c'est une autre approche. C'est vraiment le côté travail du style si tu cherches toujours à jouer comme les autres guitaristes jouent, peut-être que ça peut des fois te dévier un petit peu de la recherche de comment toi tu phraserais. Tu vois, à force de chercher à phraser comme les autres, est-ce que des fois tu perds pas un peu comme toi tu chercherais à phraser naturellement? non, parce que, non, après, moi, bah, après, avec l'expérience et tout, t'as tellement fait de trucs et tout que tu sais, par exemple, j'utilise des doigtés bien précis Oui, aussi, tu vois. ouais, ouais, C'est-à-dire que moi, par exemple, j'évite au maximum le petit doigt, par exemple. ouais. Voilà. Mhm. Et le petit doigt,
comme vu ma morphologie, en fait, bon, après, tu fais avec ce que tu as, hein, ce que la nature Ouais. t'a filé. Donc, effectivement, moi, j'ai les doigts qui sont longs et qui s'écartent très, très facilement. Mhm. Et en contrepartie, mes doigts, même, alors j'aime jouer sur des grosses cordes pas trop proches du manche. Ouais. Et donc, je suis obligé de tous les jours faire des exercices pour me muscler le petit doigt, quoi. Mhm. Tu vois, par exemple, parce qu'il est Ouais. alors, même s'il est très très long, parce que tout le monde me dit, ouais, mais ton petit doigt, c'est mon majeur, en commentaire. Et en fait, le truc, c'est que en même temps, la contrepartie, c'est qu'effectivement, il est très long, il va chercher très loin, mais en même temps, il est extrêmement faible. Donc, tous les jours, je suis Mhm. obligé de faire des exercices. Mais quand je dis ça, c'est que je dis pas de bêtises, parce que sinon, je fais un pain pratiquement à chaque fois, quoi. Ouais. Tu vois? Donc, je suis obligé tous les jours de le muscler, notamment sur une guitare acoustique et tout. Je fais des exercices bien spécifiques, des glissés avec le petit doigt. Donc, je m'entraîne à jouer qu'avec le petit doigt en glissé pour vraiment le consolider. Parce que Ouais. sinon, si je le travaille pas régulièrement, ben, il rip, quoi, tu vois. Mhm. Ouais, c'est intéressant, tous ces aspects sur les doigtés. Effectivement, justement, comme tu dis là, on a chacun nos points forts, nos points faibles. Et du coup, bah, c'est pour ça, moi, que j'en arrive à cette conclusion où je dis toujours à mes élèves de pas de pas considérer que le doigté que je leur donne en tant que prof est le meilleur ou le seul qui est valable, tu vois. Et je les invite tout le temps à remettre en question et à réfléchir au doigté. Parfois, le doigté leur convient parfaitement et parfois, pour un autre élève, pas du tout. Et moi, je pense que c'est ça qui est important aussi quand on travaille un morceau, c'est de réfléchir au doigté. Et ça, il y a peu de guitaristes qui vont prendre alors, il y en a qui vont réfléchir à la main gauche. Par contre, ceux qui réfléchissent à la main droite, c'est vraiment une minorité. Généralement, c'est le chaos, la main droite. Et il y en a peu qui font cet effort-là. Et pourtant, pour moi, le fait de faire le doigté, de définir le doigté que tu vas utiliser, c'est très important parce que quand tu répètes ton morceau, imaginons tu es en train de bosser un riff, si le riff, tu le répètes 10 fois et que les 10 fois, tu fais un doigté différent à la main droite et tu utilises des doigtés différents à la main gauche, le morceau, tu le mémorises jamais réellement parce que tu répètes jamais 2 fois la même chose. Et du coup, c'est hyper chiant au niveau pour ton cerveau d'arriver à mémoriser le truc, parce que tu lui envoies des infos sans cesse contradictoires. Des fois, tu utilises le doigt 2, des fois, tu fais le doigt 1, des fois, tu glisses, des fois, tu fais de l'aller-retour, des fois, tu fais de coup vers le bas. Et toi, des fois, il y a des difficultés d'élèves, moi, que j'ai pu constater, qui viennent simplement du fait de ne pas prendre en compte les doigtés et de juste chercher à jouer les notes sans être conscient de comment tu joues ces notes. Ouais, Tu vois? ouais, oui, non, mais je valide totalement, quoi. C'est Et d'où après, l'intérêt d'avoir un prof ouais, compétent. mais après, par rapport à ça, donc par rapport au travail du morceau, tu vois, moi, un truc que je dis souvent aussi de faire, c'est d'essayer de comprendre les difficultés du morceau. Parce que chaque morceau, tu vas pas avoir la même approche selon les difficultés. Tu as certains morceaux, par exemple, la difficulté, ça va être, voilà, c'est rapide, ça utilise des doigtés complexes avec, je sais pas mal d'extensions, par exemple, sur une corde, ou alors ça peut être une technique qu'on maîtrise pas. En fait, essayer de lister les principales difficultés. Ça permet ensuite de savoir comment tu dois travailler. Parce qu'en fait, c'est ça, travailler un morceau, c'est quoi? C'est juste comprendre les difficultés auxquelles tu vas faire face et trouver le meilleur moyen de les résoudre pour maîtriser le morceau. En gros, c'est ça, apprendre le morceau, être capable de jouer le morceau, c'est être capable de maîtriser toutes les difficultés que tu vas avoir face à lui. Donc parfois, il y en a très peu. Si c'est un morceau qui est en dessous de ton niveau, il y en a voire pas du tout. Parfois, il y en a quasiment à chaque mesure. Je dirais que, par exemple, dans le cas du funk, par Ouais, exemple, ou du reggae, qui sont des musiques qui techniquement ne demandent pas un énorme bagage, ouais, ou par exemple une pompe manouche, ou je sais pas, des trucs comme ça qui paraissent simples et en fait qui sont beaucoup plus complexes en réalité que ce qui n'y paraît. oui, non, ça, Euh, c'est clair. Moi, j'ai déjà eu des élèves de bon niveau, voire des gars qui donnaient des cours et tout ça, ou des gens qui se lançaient dans l'intermittence et tout. Et ils me disent, ouais, ouais, mais le funk, je connais. Je dis, mais non, tu connais pas parce que ta rythmique, là, t'as l'impression de la faire bien, mais c'est qu'une impression. Ouais, Tant que tu rentres pas, que ça groove pas, qu'on sent pas un truc, ou que t'es pas dans le riff efficace, ou dans le reggae, par exemple, tu vas dire, ouais, je fais juste des contretemps, un skank, tu vois. hum, Mais le skank, il y a plusieurs types de le faire, il y a plusieurs accentuations. Enfin, quand je dis accentuation, c'est des fois il faut des notes plus longues, des fois moins, des fois il faut ouais, qu'on entende juste clic, hum, tu vois, que le clic, bien que l'accord il soit là, mais selon des fois tu ouais, écoutes des groupes où tu entends vraiment, enfin c'est vraiment
Des fois, il faut mettre la basse, des fois, il faut pas la mettre, des fois, il faut mettre l'accord plein, des fois, il faut mettre juste une triade sur les 3 cordes les plus aigus. Pareil pour le funk, tu vois, les gars pourraient se dire ouais, mais en fait, je sais faire, mais en fait, je trouve que c'est d'autant plus difficile de faire tourner un truc très simple longtemps et que ça groove tout le temps et que ce soit tout le temps parfait que jouer un morceau qui est fourni, comme par exemple un morceau. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais capable de jouer. Bon, moi, quand j'avais 14-15 ans, j'étais très Dream Theater, Steve Vai. Ouais. J'apprenais les morceaux par cœur de chez Parker, et je savais les jouer. Et en fait, tu veux, c'était quand j'ai dû me mettre à la variété pour faire le boulot, quoi. Je me suis aperçu, je me suis dit, mais en fait, parce que le fait. Bon, je me suis pas dit ça sur le coup, si tu veux, c'est avec le recul que je me dis ça aujourd'hui. Ouais, en fait, les morceaux compliqués, j'arrivais à bien les jouer parfaitement parce qu'en fait, mon cerveau était attentif, mais que mon cerveau, il divaguait sur des trucs simples, alors qu'il demandait beaucoup plus d'attention et de concentration, quoi. C'est et de normal, ressenti. hein. C'est vrai que je suis d'accord là-dessus, c'est normal, c'est parce que quand tu joues des choses très complexes, tu vas te retrouver en fait dans une logique globale, c'est-à-dire que tu n'as pas un niveau d'attention sur la moindre note, mais plutôt sur quelque chose de complexe. Alors que quand tu joues des choses ultra simples, genre comme tu disais dans la funk ou dans le reggae, tu as tellement peu d'éléments que tu es obligé d'avoir une attention qui est ultra détaillée sur ce moindre élément. Donc du coup, peut-être sur un plan rapide où tu vas faire une grosse descente de gamme, tu vas pas avoir le temps de penser à ton accentuation ou au terme de chacune de tes notes de la descente de gamme parce que ça va trop vite. Alors que quand tu fais juste un petit accord, bah, tu dois, comme tu dis, penser à tout. Simplement le dosage de ton potentiomètre de volume ou de ta tonalité ou le choix du micro ou le choix du médiator, l'angle d'attaque, vraiment tout la dynamique de jeu, tout doit être. Tu es obligé, c'est un peu comme un travail d'orfèvre, tu vois, au niveau comme si tu polis du cristal ou un truc comme ça. C'est que plus l'élément est brut et pur comme ça, plus tu dois le soigner pour qu'il ait de l'intérêt. Et c'est vrai que la facilité n'est pas simple en fait. Ou plutôt ce qui est simple n'est pas facile. La simplicité, ça demande une grosse exigence également. Et ça demande effectivement, je suis d'accord avec ce que tu disais, le côté divaguer aussi. C'est vrai que quand on joue des choses simples, et notamment le piège, quand on joue des choses qui sont faciles à jouer pour nous, ben, moi je m'en rends compte aussi quand je joue des choses simples, j'ai plus le risque des fois de faire un pain d'inattention, un truc comme ça, parce que je mets pas suffisamment d'exigence dans ce que je joue. Parce que justement, je sais que c'est facile pour moi et du coup, je me dis, bah, allez, ça passe. Et puis, je me prends pas trop la tête plus que ça, quoi. Oui. Donc ouais, le niveau d'exigence, c'est effectivement important. Et après, tu vois, par rapport à l'apprentissage des morceaux, moi, un truc que je conseille aussi souvent, parce que ça me fait penser à ça, parce qu'on parle justement de choses simples, de choses compliquées. Moi, je conseille des faux élèves de prendre 3 morceaux et d'en prendre systématiquement un qui est à la limite de leur capacité, c'est-à-dire que ils ont la capacité de le jouer, mais avec un peu d'effort. Je leur demande aussi d'avoir un morceau qui est bien au-delà de leur capacité, c'est-à-dire que là, actuellement, ils sont incapables de le jouer, mais sur du long terme, ils peuvent y arriver. C'est une sorte d'objectif lointain, et d'en avoir un qui est bien en dessous de leurs compétences actuelles. Et en fait, je trouve que les 3 approches ont un point important, c'est-à-dire que celui qui est à la limite de tes capacités actuelles, c'est celui qui va te permettre d'un peu frotter un peu les contours de tes compétences, c'est-à-dire de pousser un peu, d'écarter un peu tes compétences pour aller grappiller, que ce soit un peu de vitesse, un peu de précision. C'est-à-dire que tu sais que ça va demander un peu d'effort, mais tu sais que tu es capable de le faire, donc que ça va être dans les semaines ou les mois à venir que tu vas pouvoir maîtriser le morceau. Celui qui a un niveau vachement balèze, c'est plus un objectif long terme où tu vas te dire j'ai envie d'arriver à ce résultat-là, j'ai envie de pouvoir atteindre ce niveau. Et si tu veux, c'est l'objectif un peu, tu sais, tu y vas avec le couteau entre les dents et tu sais que tu vas en chier, mais tu y vas. Et par contre, celui qui est bien en dessous de ton niveau, c'est celui qui, justement, quand tu vois que tu en chies un peu avec les 2 autres, bah, tu es bien content de le jouer pour pas finir démotivé ou frustré. Tu le joues et en même temps, c'est celui qui te permet d'aller dans la musicalité. C'est-à-dire que quand tu as dépassé les difficultés techniques, c'est là où tu peux te faire plaisir avec la musique, vraiment écouter ce que tu joues, mettre les intentions. Et moi, je le vois souvent avec des élèves, j'ai pu voir des élèves de conservatoire où parfois tu as des profs qui vont leur donner
toujours des morceaux qui sont à la limite de leur capacité. Et du coup, ils sont tout le temps dans la frustration permanente. C'est-à-dire que qu'ils aient un an d'instrument ou qu'ils en aient 10, ils n'ont jamais eu à aucun moment le sentiment d'avoir maîtrisé un morceau. Ils ont toujours été sur des morceaux où ça demandait des difficultés et ils n'étaient jamais parfaits techniquement. Et du coup, tu as l'impression du coup d'être tout le temps mauvais parce que tu n'as jamais le sentiment d'avoir vraiment fini un morceau parce que du coup, dès que tu as un peu maîtrisé le morceau, même si c'est pas encore parfait, ben, on passe à un autre parce on va pas passer un an sur un morceau, etc. Alors que le fait d'avoir justement des morceaux qui sont plus faciles, qui sont en dessous de ton niveau technique, bah du coup, tu as un sentiment de fierté parce que tu vois, ah là, ouais, je maîtrise le morceau et du coup, ah oui, je peux travailler le son, je peux me dire, tiens, j'avais jamais pensé que là, je pouvais mettre une accentuation ici, puis que ça donnait un groove sympa, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, Et en tout fait, à je fait. pense les trois morceaux comme ça, c'est un peu des choses à faire tourner régulièrement et qui sont intéressantes. Moi, c'est quelque chose que j'ai personnellement et que je continue à essayer de garder. Et je trouve que c'est efficace. Et pour les élèves, c'est bien parce que du coup, tu n'es jamais dans la sensation de trop grande facilité ni d'extrême difficulté. Oui, tout à fait. Ah oui, oui, non, tout à fait. Donc après, bon, j'ai encore pas mal de trucs moi en tête hein, pour le travail d'un morceau. Je peux encore te citer un truc aussi Vas-y, vas-y. que peu de gens, enfin, les élèves, quand tu leur dis de le faire, ils disent ah ouais, 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 mais qu'ils le font rarement. C'est le fait de fragmenter les choses. Et moi, j'ai déjà fait faire ça à des élèves et je sais que ça marche bien. Et d'ailleurs, j'ai repiqué ça à un guitariste de flamenco qui avait fait une vidéo là-dessus sur YouTube pour montrer comment gagner en vitesse dans les gammes en flamenco. Et, et donc, faut pas avoir peur des fois de fragmenter à l'extrême, notamment dans les fragments de gamme. Si vous galérez à un moment donné sur un plan rapide dans un solo, soit une montée de gamme, une descente de gamme, un démanché sur une corde, etc. Bah, moi, j'ai déjà fait faire des choses comme ça où tu prends la première note uniquement et tu la joues. Tu joues que la première, mais par contre, tu joues la première note comme si tu allais jouer les suivantes. Tu ne te dis pas juste j'ai joué cette note et c'est la seule que je devais jouer. Tu t'imagines déjà que tu dois jouer les 20 qui vont venir. Donc, tu joues avec la même intention ta note unique que si tu devais enchaîner toutes les autres après. Et après, tu passes à 2. Et après, tu passes à 3, à 4. Et en fait, tu augmentes de manière proportionnelle comme ça. Euh, je- Ça permet de te faire comprendre des fois qu'en fait, tu as la capacité, même si tu ne le savais pas, de déjà jouer à la vitesse du plan. Parfois, toi, tu as des guitaristes, ils vont se dire, ah putain, là, il y a un plan à 160 BPM en double croche. Moi, je suis pas foutu de dépasser les 140 en BPM. C'est impossible pour moi de jouer ça. Et tu vois que quand tu commences à leur faire retirer des notes, tu leur fais enchaîner deux notes, et tu vois que les mecs, ils sont capables de te faire les deux notes en double croche à 180, sans problème. Sauf que ça, ils s'en sont jamais rendus compte parce qu'ils n'ont jamais cherché à fragmenter à fond le passage. Ils n'ont jamais cherché à voir était leur vitesse potentielle, tu vois, maximum. Oui. Et du coup, là, ils reprennent confiance et ils se disent, bah, punaise, en fait, je suis capable de le faire. Alors, si j'arrive à jouer deux notes à 180, bah, je vais essayer avec trois. Alors, peut-être qu'à 3, bah, je vais arriver qu'à 170. Et peut-être qu'à 4, je vais arriver qu'à 160. Et peut-être que quand je vais arriver à 5, ça va basculer direct à 150. Et peut-être qu'au bout de 6 notes, bah, pour l'instant, je ne suis pas capable d'aller au-dessus de 140. Mais là, la différence qui se fait, c'est au niveau cérébral. La différence entre le mec qui aura fait uniquement le plan immédiat avec toutes les notes et qui se rendra compte, putain, j'arrive pas à dépasser les 140, bah, il va se dire, je sais pas jouer plus vite que 140. Que le mec qui aura fragmenté, il va se dire, ok, punaise, au bout de 6 notes, j'arrive pas à dépasser 140, mais je sais que potentiellement, je suis capable d'aller jusqu'à 180. Donc, il y a rien qui va m'empêcher physiquement, physiologiquement, il y a rien qui va empêcher mon corps de pouvoir atteindre cette vitesse. C'est juste qu'il faut que je le travaille. Mais tu vois, mentalement, quand tu sais que tu as la capacité de l'atteindre, là, ça fait pas mal de différence dans les progrès. Et donc, Oui. moi, c'est un conseil que je vous recommande, les auditeurs, c'est vraiment de ne pas hésiter à fragmenter, de prendre des groupes de deux notes, trois notes, et vraiment de les répéter pour qu'ils deviennent automatiques. Et le gros avantage, c'est quand vous prenez vos trois notes, que vous les avez répétées 50 fois, que vous les avez intériorisées, que c'est devenu un phénomène vraiment automatique, vous pouvez les jouer en regardant les débilités d'Hanouna à la télé, bah, du coup, vous êtes vraiment... c'est vraiment devenu quelque chose d'automatique comme marcher, respirer. Après, quand vous allez jouer quatre notes, Comme de quand vous allez conduire, passer à quatre je notes, préférais que tu oui, prennes une métaphore genre conduire, quoi. ok, Genre conduire comme si tu parlais au passager qui est avec toi, à ouais, côté de toi. effectivement. Plutôt Et du, que.
donner cette référence, comment dirais-je, totalement moisie. Oui. Il en faut un peu de temps en temps. Et du coup, quand vous allez passer à 4 notes, ben en fait, vous n'allez pas réellement apprendre à jouer 4 notes, vous allez juste apprendre à jouer la note nouvelle en plus, mais en fait, les 3 notes que vous connaissez déjà, c'est un truc automatique que vous maîtrisez déjà, et du coup, c'est juste que vous êtes en train d'apprendre à y rattacher une note nouvelle. Vous n'êtes pas en train d'apprendre à jouer 4 notes à la suite. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, tout à C'est fait. que finalement, il y a un historique que garde un peu le corps et le cerveau et les muscles, qui fait que finalement, le fait de rajouter une note, c'est pas une étape si difficile et si insurmontable que ça en réalité. Non, c'est vrai. C'est vrai, moi c'est plutôt soit en marathon, soit en sprint que j'en cours. Mais c'est le même principe, en fait. Alors, vas-y, détaille voir, qu'est-ce que tu entends par Ben, là en marathon ou sprint? quand tu as un trait rapide à jouer et que tu veux exploser en fait ta technique, Ouais, soit j'encourage les gens à travailler très lentement mais très concentré et très lentement, en fait comme au théâtre, exagérer et surjouer. d'accord. Euh, C'est-à-dire travailler lentement mais tellement lentement qu'en fait ton cerveau il a le temps de capter ce qui se passe au niveau névralgique. Est-ce que Ouais, tu vois ce que je veux dire? ouais, complètement, oui. Et après, par exemple, et de prendre la même chose et de faire dans le même principe, mais très bref, mais très très rapide. Et en fait, après, Mhm. d'augmenter le nombre de répétitions en très rapide pour arriver. Bon, par exemple, Oui. euh, L'alternance lent rapide, en gros. en ce moment, je travaille des nouveaux plans. Ouais. Euh, D'ailleurs, j'espère pouvoir vous les jouer dans des impros bientôt, quoi. Des plans symétriques en fait, et j'utilise vraiment des trucs qui sont singuliers, qui utilisent une symétrie et en tierce majeure, Mhm. et une symétrie qui est un truc qui est complètement chromatique et qui donne un effet absolument extraordinaire avec des écarts, enfin bon bref, etc. De toute façon, peut-être un jour je l'expliquerai en vidéo, j'en sais rien. Et en fait, ce que je fais, c'est que soit je bosse très très lentement pour qu'en fait mes mouvements soient imprimés dans mon subconscient, comme tu dis, pour Ouais. arriver à faire en sorte, enfin, comme on va dire, comme si jamais je conduisais, en fait, j'arrive à parler à mon passager. Mhm. Tout en conduisant, en rétrogradant, en débrayant, etc. Naturellement, en Ouais. freinant, en arrivant à conduire normalement. Mhm. Et en fait, après, je les joue dans le très très rapide et puis je m'arrête en plein milieu Ouais. pour exploser la vitesse en fait. Mhm. Voilà. C'est le même Ouais, principe que toi en fait, en gros. ouais, ouais, effectivement. Après, il y a encore un autre conseil que je pourrais vous donner pour apprendre, pour travailler un morceau, même deux. Mais je vais d'abord commencer par celui que j'ai en tête. Moi, je vous conseille, quand vous apprenez un morceau, d'essayer de trouver d'autres morceaux qui ont des difficultés similaires à celui que vous êtes en train d'apprendre. Par exemple, si vous bossez un morceau qui a un riff, par exemple, avec un plan en legato qui alterne, par exemple, une corde à vide et des notes, Mhm. et tout ça joue en legato, bah essayez de choper un autre morceau qui a des plans genre un peu similaires, avec le même emploi de legato de corde à vide, et de bosser comme ça deux, trois morceaux en parallèle qui ont les mêmes difficultés. Parce que des fois, quand on va... ça, je le dis notamment si vous vous retrouvez dans une situation où vous bloquez sur un morceau et que vous avez fait ce que vous pouviez, et malgré tout, malgré toutes les techniques que vous avez employées, ça bloque toujours, ça passe pas, des fois ça arrive. Bah, là, c'est bien de faire ça, d'aller un peu sur d'autres morceaux, mais qui restent quand même proches. Donc, ça veut dire pas prendre un morceau qui est complètement différent et qu'on n'emploie pas du tout les mêmes techniques. Et du coup, le fait de travailler sur quelque chose un peu différent, mais en même temps très proche, bah, des fois, ça va débloquer un truc dans le cerveau parce qu'en fait, vous allez intégrer la technique dans un contexte qui est différent. Le tempo pourrait être différent. Peut-être que la corde sur laquelle vous jouez sera différent. L'enchaînement de notes sera différent. Peut-être les doigtés aussi. Et des fois, ça peut aider à comprendre un mécanisme. Et après, quand vous revenez sur le morceau d'origine, bah là, miracle, tout se débloque. Et c'est lié à mon deuxième conseil, c'est que parfois, il faut aussi ne pas hésiter à prendre du recul et laisser du temps. C'est-à-dire laisser le morceau de côté pendant une semaine, pendant même 15 jours, voire un mois, l'oublier complètement et revenir dessus après tout ce temps-là. Et pareil, des fois, il y a des déclics qui se font parce qu'entre-temps, vous avez travaillé d'autres choses, vous avez travaillé d'autres morceaux, d'autres techniques, etc. Et du coup, dès qu'on travaille quelque chose, de toute façon, ça nourrit le jeu général. Et avec l'expérience, bah, des fois, un truc que vous n'arriviez pas à placer il y a un mois, quand vous arrivez devant avec un mois de plus d'expérience, vous dites, mais des fois, vous n'arrivez même plus à comprendre
pourquoi vous y arriviez pas. Moi, ça m'est déjà arrivé des trucs comme ça. Et des fois, ça surprend. Tu te dis, mais des fois, tu essaies de retrouver la raison pour laquelle tu n'y arrivais pas et tu n'arrives même pas à retrouver qu'est-ce qui te bloquait. Euh, ça m'est déjà arrivé, mais quand je laisse des laps de temps plus longs qu'un mois quand même. Parce que mais des fois, voilà, des morceaux où des fois, je peux laisser 6 mois ou 8 mois ou presque un an. Bah, après, je reviens dessus et je me dis, mais en fait, c'est facile. Pourquoi je bloquais avant? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que mon cerveau ne comprenait pas là-dedans? Ou qu'est-ce que mes muscles n'arrivaient pas à saisir? Tu vois? Parce qu'entre-temps, j'ai fait d'autres trucs, j'ai travaillé d'autres morceaux, j'ai développé ma technique autrement, etc. Donc ça, c'est deux conseils qui, pour moi, sont un peu liés. Oui, c'est vrai. Bon, là, on a quand même pas mal débroussé. De ton côté, est-ce que, tiens, je me demandais, est-ce que tu bosses encore des morceaux, toi, aujourd'hui? Alors, des chansons, Ouais, parce que je chante, ça dépend des périodes. Euh, d'accord. je chante avec les enfants, ou Ok. euh, plutôt des trucs genre rock, quoi, hein, on va dire, Hum, ou adapter rock, par exemple des morceaux même de Michael Jackson et tout. ouais. Donc oui, j'apprends encore des morceaux, puis je les adapte. Par exemple, là, il y Hum, a pas longtemps, j'ai fait Man in the Mirror de Michael Jackson. Donc j'ai fait une adaptation pour guitare, ouais. des parties clavier, tout ça. Est-ce que je passe encore des morceaux? En fait, oui, parce que quand j'aime un truc, de toute façon, il faut que je l'apprenne. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai tendance, oui, à bosser des morceaux, ne serait-ce que pour l'étude, on va dire, Hum, pour personnel ou pour la création de mon contenu. Par exemple, là, j'écoutais beaucoup Bonamassa, qui est en fait pour moi un peu ouais. l'encyclopédie du plan blues, Hum, parce que en fait, je vois que j'ai quand même de la demande à ce niveau-là, au niveau des élèves. ouais. Euh, mais c'est vrai, oui, je bosse encore des morceaux, mais en fait, j'ai tellement l'habitude, parce que je l'ai tellement fait quand j'étais intermittent du spectacle, d'apprendre des morceaux, pour te dire, c'est ce que je disais j'ai été interviewé par un mec là. Je lui disais, dans le répertoire, bon, je suis resté 10 ans dans le même groupe, et en fait, on faisait tous les répertoires ensemble. Hum, Euh, et quand on avait commencé à recenser toutes les listes, on avait plus de 800 titres en fait. ouais, oh la vache. Et tu vois, je connaissais tout. Quand je te dis tout par cœur, c'est que moi, enfin, je lis comme une taupe, quoi, si tu veux, tu vois. Donc, Ouais. j'ai vraiment besoin, j'ai cette facilité d'apprendre par cœur, parce que je mets tout en relation, si tu veux. Ouais. Si bien que, en fait, souvent les morceaux, je les pense en degrés. J'ai même des fois du mal, tu vois. Ah, c'est quoi déjà la tonalité? Et puis, en fait, Hum, des fois, on change les tonalités avec les chanteurs, tout ça, parce que pour être plus à l'aise, ou même. Parce que ça sonne mieux à la guitare, parce que souvent c'est des ouais. adaptations de parties clavier et tout. Donc en fait, j'ai plus tendance à penser les morceaux en degrés, et en fait, tu t'aperçois vite que les morceaux, c'est toujours la même chose, quoi, puisque Ouais. C'est toujours les mêmes enchaînements de degrés en général. En voilà, tout cas, exact. il Enfin, doit y t'en avoir as une quelques centaine. variations près, D'ailleurs, quoi. c'est ce qui me font. D'ailleurs, c'est grâce à ça, tout ce travail que j'ai fait en étant intermittent du spectacle pendant des années. Donc intermittent, c'est-à-dire que j'étais guitariste professionnel, quoi. Ouais, ouais. Et en fait, ce qui fait que j'arrive à faire tant de backing track tous les jours, c'est parce qu'en Hum, fait, mon cerveau, il est conditionné à penser en degrés et pas en accords, ou tu vois. ouais. C'est-à-dire que je vais Ouais. me balader au supermarché, j'entends les degrés, et en fait, tu veux la fonction des degrés. Hum, Tu vois ce ouais. que je veux dire? Ah ouais, complètement. Puis du coup, c'est indépendant de la tonalité, c'est-à-dire que ça pourrait être en do dièse mineur comme en ré dièse mineur, ça ne changerait rien en termes de fonction tonale ou de Voilà, fonction c'est ça. modale, ça change rien, quoi. Après, c'est Et, juste le choix de la et tonalité. des fois, en fait, quand je fais des backing tracks, bon, souvent je fais des fournées, en fait. Je fais pas un Ouais, par un, si tu veux. ouais, ouais. Quand j'en fais un, ça veut dire que j'en ai fait entre 10 et 50, quoi. Tu vois? Hum, Parce hum, que je marche comme ça, moi, on va dire, euh, dans, dans, dans l'optimisation de ma productivité, on va dire. ouais. C'est-à-dire que je fais des tâches groupées, en fait. Et donc, bon, Hum, je te donne l'exemple. Tout à l'heure, je suis allé faire les courses, là, dans le supermarché. Donc, j'entends de la musique de supermarché, que ce soit de la variété. Et ouais. je me dis, ah bah tiens, voilà, je vais prendre ça tout à l'heure, je vais rentrer, je vais faire ça, ça, ça et ça. Même, je change on va dire, le tempo, je change Hum, l'arrangement, je change la tonalité. Et puis, en fait, voilà. Mais ça m'a donné. Ce que je veux te dire, c'est que ça me donne ouais. les idées. Voilà, donc mes idées, je les puise dans ces trucs-là.
Et puis voilà, mais bon, oui, forcément, puisque t'es obligé. Hein, bon, après, je te dis que j'aurais peut-être pas la patience d'apprendre des morceaux de Gent, par exemple, qui sont pas du Hmm. tout dans mon style ou des trucs comme ça. Ouais. Mais j'apprends très très souvent, même des morceaux d'Alan Allsworth. Encore, allez, tiens, je l'ai dit. Ne serait-ce que pour comprendre et savoir utiliser l'harmonie qu'il utilise, quoi. Ouais. Voilà. Par exemple, là, Ouais. c'est vrai que j'écoute beaucoup de piano classique. Là, je pense que quand j'aurai récupéré mon piano, là, je vais me remettre. Alors, j'ai eu des périodes piano où je dévorais Hmm. des partitions toute la journée. Et Ouais. là, je pense que là, en ce moment, vu que j'écoute beaucoup, bon, j'ai écouté T'écoutes quoi là? consécutivement. Alors, j'ai une période qui a débuté il y a 2 semaines, on va dire. Ravel, beaucoup Ravel, Ouais. piano solo, par Bertrand Chamanou, si je ne m'abuse, Ah, je connais pas ce pianiste. cet interprète. Euh, Enfin, je suis très romantique, quoi. Voilà. Donc, bon, Ouais. Ravel, c'est pas romantique, mais. Enfin, quelque part, oui, dans la musique, mais c'est la période, c'est Oui, il est moderne. période moderne, oui. Ouais. Donc, consécutivement, je me suis fait un peu Rachmaninoff. Là, je suis en train de lire Mhm. j'ai trouvé une biographie à Toulon parce que j'ai fait le plein de livres. Parce qu'en Espagne, c'est hyper dur d'avoir des livres en français un peu cool, quoi. Parce que même Amazon, Ouais. c'est des livres en espagnol que tu peux avoir. Mhm. Le catalogue, c'est 0,00001% du Hmm. catalogue que tu peux avoir accès ici. Donc là, j'ai trouvé une biographie pianistique plus ou moins de Rachmaninoff. Donc, je suis en train de la lire. Ouais. Donc, ça m'a donné des références et je suis allé un peu écouter Scriabine notamment. Mhm. Euh, et là, hier soir, avant de m'endormir, j'ai écouté Schumann et là en courant, j'ai écouté Liszt. Ok. Ouais, t'as la sonate en si mineur de Liszt Ouais, qui est, assez ouais, ouais, impressionnante. ouais, ouais, c'est Euh, impressionnant. c'est marrant, on est tous les deux dans la période un peu classique, parce que bon, moi, même si j'enseigne au conservatoire, j'écoute très peu de musique classique en général. Mais là, en ce moment, euh, j'en réécoute et j'ai envie de me remettre. J'ai des phases comme ça. J'ai envie de me remettre à jouer, à réarranger à nouveau des morceaux baroques là, à la guitare, notamment il y a un où ça doit faire 10-15 ans que je suis que je suis sur ce morceau à vouloir en faire un arrangement, c'est la toccata de Jean-Sébastien Bach, toccata en ré mineur. J'en Ah, ai bah, déjà fait sur j'avais fait. 50 Alors, versions et tu vas je l'avais rigoler. apprise en entier quasiment et j'avais fait tu vois, pour 6 guitares, etc. Pareil avec les 4 saisons de Vivaldi, je voulais tout enregistrer à toutes les guitares, etc. Mais après, j'ai jamais pu le terminer. Mais là, tu vois, j'ai envie de me remettre dans la toccata et de reprendre. Il y a des passages super intéressants en termes de guitare. Donc, Bah, j'avais fait une Alors, bon, après, j'étais jeune, hein, je devais avoir. Quand j'avais adapté ça, j'avais fait ça pour faire plaisir à mon grand-père. ouais. Euh, mais j'avais fait, honnêtement, il était bien swag. Je l'avais adapté en tapping, alors Ah oui, oui, oui. j'avais un peu changé le truc, mais Ouais, c'était bien swag quand même. C'était ouais. pas mal, ouais, ouais. Et après, bon, là, récemment, je l'ai plus travaillé avec les notes pivot et les sixtes, tu sais, Ouais. vraiment en hybrid picking, là, tu Ouais, vois, ouais. enfin, ouais. Ouais, c'est exactement comme ça que je le réenvisagerais aussi aujourd'hui. Parce que tu vois, moi, je le faisais aussi au début en tapping, parce que notamment le début de la fugue, pe, pa, pe, ta, te, ta, te, Ouais, ta, te, ta. ouais. Je chante très mal, hein. Donc, ce passage de la fugue, au début, je le faisais en tapping à cause de tous les écarts. Et j'essayais, moi, au début, de le faire en aller-retour strict aussi. Et notamment le passage qu'il y a pendant la toccata, même, où tu as une note pivot, je me souviens, en casse 14, je crois, un La, et que tu dois alterner, par contre, sur la note aiguë qui est hyper chiant à faire en aller-retour strict. Puis au début je n'utilisais pas trop l'hybrid picking, moi, dans mes premières années. Aujourd'hui, je l'utilise à mort et du coup, je me dis, mais maintenant, je ferai tout avec ça, en fait. C'est pareil dans les caprices de Paganini, tu vois, je m'emmerdais à tout faire, notamment le caprice 16, je m'emmerdais à tout faire la fin, là, avec, où tu as les notes sur les extrêmes aigus et graves, tout au médiator en aller-retour, c'est l'enfer absolu Ouais, mais pour jouer ça. quand tu l'écoutes, même le violon, c'est en sweeping, en fait. Alors que le 5, par exemple, ça serait plutôt en aller-retour. Non, le 5, vu que c'est des arpèges, ils doivent faire des bariolages au niveau du violon, c'est-à-dire ils doivent Tu penses faire pas, tout dans le même tu penses, sens. je sais pas, hein, alors je suis pas un Faudrait que je spécialiste, hein, réécoute, faudrait mais que je revoie les violonistes le jouer. c'est vrai que j'ai l'impression que le 16 se joue plus en sweep et que le 5 se jouerait plus en aller-retour. Tu vois, avec l'intro, tu sais, l'intro elle est en la mineur, tu vois, Ouais. au début et Bah, à la l'intro, fin elle est en la majeure. ouais, c'est des grosses gammes au début, là, Avec la effectivement. gamme Mais je, chromatique au taquet là. ouais, je Ouais. parle vraiment pour les arpèges du centre, tu vois, la partie connue. Tout le monde joue pas forcément les arpèges du début. Ben, pareil Mais quand j'étais adolescent d'ailleurs, je m'en souviens que
Ça impressionnait vachement les gens quand je le faisais. Pourtant, je pense que je le jouais mal, mais j'avais appris tout le 5 entier, quoi. Entier. Ouais, Et avec l'intro en la mineure et en la majeure à la ouais, fin. Et le 16, bon, je l'avais retravaillé il n'y a pas si longtemps, là. ouais. Mais il y a le 10 qui est sympa, il groove bien, je trouve, le 10, tu vois. Il est quand même vachement précurseur. Le 1, bon, c'est du sweeping. Le Mmh. 2, c'est Ouais. de Mais library picking. Parce que le c'est 1, que des notes pilées. j'ai jamais réussi à l'adapter correctement. En fait, le 1, tu peux pas le jouer tel qu'il est écrit pour Non, à la violon à la guitare, non. guitare. Non, non, Parce non. que du coup, tu as un saut de corde en fait, qui te fait sauter une corde à la guitare. Tu as la note aiguë qui fait chier, en fait, qui est impossible à adapter en sweeping pur. Ouais, Du non, coup, c'est tu vrai. es obligé de changer l'arpège. Ouais, Ah ouais, t'es obligé de composer, si ouais, je puis me permettre, ouais, ouais, avec. c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, ouais, non, mais de toute façon, je m'étais dit, bah, de toute façon, pour l'étude, c'est bien. Pour faire des Ouais. vues, c'est bien aussi. Hein, il faut pas, on va pas se cacher. T'as aussi, je sais pas si tu l'as déjà bossé, mais t'as le solfeggio de Carl Philipp Emmanuel Bach. Ah, tiens, je vais noter, tiens. Qui est vachement bien. Alors, je sais plus s'il s'appelle solfeggito ou solfeggio. Tu l'as des fois sous différents noms. Je crois qu'il est en do de souvenir. Et tu l'as Euh, bossé, la gigue de Bach, là, la gigue pour guitare classique qui commence par 6 sextolés, là, ou 5 notes, là. alors comme ça me dit rien, je Putain, t'avoue. je me souviens Parce plus, que j'avais demandé à j'en ai bossé Vierna. du bac, mais Vierna, ça me parce dit que rien comme ça. Vierna, elle a fait le conservatoire. D'ailleurs, elle est Ouais, invitée dans le podcast. Elle va venir, ouais, elle viendra ouais, vraisemblablement. Je l'ai eu il y a pas longtemps au téléphone. Elle va vraisemblablement venir pour la sortie de son album, puisque bon, elle a ouais. fait le conservatoire Nickel. supérieur de Paris Hein, en guitare classique et maintenant elle fait plus ou moins un genre de pop. C'est un ouais, peu pop latine quoi. Elle chante et tout. d'accord. C'est vraiment terrible ce qu'elle fait. Et elle m'avait dit la référence de la gigue, je sais plus combien. Ouais, Voilà. ouais, comme ça me dit rien. Ouais. Mais les amis, sur ce, je pense on a fait fort là, Cyril. Oui, on a fait un beau tour. Ouais, on n'a pas trop dévié finalement. Si, il y Ouais, a eu ouais, un petit coup de effectivement. gueule, Ouais. à un moment donné, comment dire dans le sud. Donc, ben, les amis, il est l'heure de l'appel à l'action. Donc, si vous êtes encore là au bout de 1h25 minutes de podcast, j'imagine que vous pouvez sans plus attendre nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Ouais. J'exige rien d'autre que 5 étoiles et un commentaire pour nous dire si vous voulez entendre parler de l'épisode des élèves X-Men pour ceux qui suivent, hein, C'est d'accord ce que j'allais dire. voilà, Et si vous ne mettez pas 5 étoiles, on ne pourra pas faire cet épisode. voilà, c'est ça. Et puis sachez que si vous mettez en fait 5 étoiles au podcast Culture Guitare sur iTunes, vous sauvez une mouette. Ah, Voilà. en plus des baleines, franchement. Il faut changer un peu, voilà. Et si Eh jamais oui, vous nous mettez un commentaire sympa pour réclamer l'épisode sur les élèves X-Men, vous sauvez 2 mouettes. Voilà. Donc franchement, n'hésitez plus. Euh, lâchez-vous sur les étoiles. voilà, vous pouvez aller retrouver si vous voulez discuter et que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce qu'on dit ou que vous êtes totalement d'accord ou que vous avez des questions complémentaires, vous pouvez aller Ouais, discuter sur les topics de chaque épisode sur la page Facebook Culture Guitare, ouais. sur Facebook, donc sur la page Facebook sur Facebook. Et éventuellement, si vous voulez recevoir chez vous par courrier, en fait, par courriel, les nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter de podcast guitare de culture. Oh En là là, plus, oh là, ça y est, mon cerveau il là, est c'est en train de. fini. Là, il est en train de bouillir, là. Ouais, je sens que les connexions elles sont en train de fondre là. Si tu veux, donc la newsletter du podcast pour en fait recevoir les épisodes. Donc il y a pas, on va pas vous matraquer d'email marketing. C'est juste vraiment c'est dédié au podcast. Et si vous voulez chacun vous inscrire à nos newsletters respectives, vous pouvez sur nos sites respectifs, donc cyrilmichaud.com et sébastienzunino.com. Voilà. Et puis sur ce, les amis, Cyril, je te dis à bientôt quoi. Ah bah, à bientôt et à bientôt à tous Et à toutes. et à toutes. La bise. Ciao, ciao. Bye.